Préparation d'une randonnée pour ceux souhaitant voyager en sécurité dans le monde entier. Par Benjamin Lisant. Paru en 2009, cette lecture audio vous est proposée par collapseur.com. Chapitre 1. Introduction. La randonnée renoue avec l'aspiration fondamentale de l'homme, celui de la découverte. Explorer, satisfaire son éternel besoin de curiosité, de bougeotte, besoin d'aller à la rencontre d'autres mondes, d'autres gens, de nouveaux paysages, sont dans la nature de l'être humain. La marche permet aussi un retour à la nature, auquel aspire tout homme. C'est un moyen pour certains de brûler un excès d'énergie, non dépensé au cours de notre vie moderne, casanière et sédentaire. Pour réussir sa randonnée, et qu'elle soit une source d'intense plaisir, 4 conditions préalables doivent être remplies. Avoir du bon matériel, adapté à votre randonnée, être entraîné, connaître les règles du jeu de la randonnée, connaître parfaitement les contrées traversées. Dans cet article, vous trouverez de nombreux conseils, afin que votre future randonnée se passe dans les meilleures conditions possibles, quelles que soient les régions ou les pays visités. Il décrit le matériel qu'il est souhaitable ou recommandé d'emporter, pour votre sécurité et votre bien-être. L'équipement décrit dans cet article peut être acheté dans n'importe quel magasin de sport, GoSport, Decathlon, épicerie ou pharmacie. Un seul équipement, la balise de détresse, ne se trouve que dans des magasins très spécialisés. Ce petit document peut aussi servir de guide de survie dans certaines régions. Des connaissances supplémentaires en secourisme, astronomie, botanique, mycologie, sciences des champignons, médecine des plantes, principes actifs de ces dernières, pratique d'une langue, d'un instrument de musique, peuvent être utiles lors de certaines randonnées. Lecture audio proposée par collapseur.com. Le portail numéro 1 sur l'effondrement, le survivalisme, l'autonomie et le self-défense. Chapitre 2. Conseils à respecter avant d'entreprendre votre randonnée. Voici une suite de recommandations pour votre bien-être et votre sécurité. Essayez d'avoir un équipement aussi léger que possible. En effet, vous portez toutes vos affaires sur le dos, en général dans un sac à dos. Le poids se révèle toujours l'ennemi du randonneur. Plus faible sera la charge de votre pactage, plus vous avancez vite sans effort, surtout en région montagneuse. On peut parvenir à un compromis entre un équipement suffisant et un poids raisonnable. N'emportez que ce qui est indispensable. Les petits ruisseaux font les grands fleuves. Les petits grammes finissent par constituer à eux seuls plusieurs kilos. L'accumulation d'une foule de petits objets même légers surtout non indispensables est souvent la cause de la surcharge de votre sac. Réfléchissez à l'utilité de chaque équipement. Pour éviter d'avoir trop à emporter, voyez si tel objet est strictement nécessaire, par exemple cette corde à étendre le ligne, ces pinces à linge, cette bassine pliante, cette lessive, ce produit vaisselle, cette radio AM/FM, ce parapente, ces chaussures de ville, ce rasoir électrique rechargeable, cet after-shave, ces encombrants livres, sont-ils nécessaires? Pensez à remplacer un équipement par un autre plus efficace et léger. Cette radio VHF de portée de 10 km, mais d'un poids de 600 grammes, ne peut-elle pas être remplacée par un simple téléphone portable plus léger? Ce sac à dos, ces chaussures, sont-ils adaptés? Le rasoir électrique ne peut-il pas être remplacé par un rasoir mécanique jetable plus léger? Le rasoir mécanique est-il lui-même nécessaire? Ces boîtes tupperware étanches, mais un peu encombrantes et lourdes, pour ranger le sel, le sucre, le lait en poudre, le café, le chocolat, ne peuvent-elles pas être remplacées par des sacs plastiques superposés assurant la même étanchéité et plus légers, permettant de ranger ces aliments plus facilement dans le sac? Cette gourde ne peut-elle être remplacée par une bouteille de 1,5 litre transparente adaptée aux boissons gazeuses, se révélant fort solide au choc et à l'écrasement? Nous avons parlé juste avant de produits vaisselle, car souvent le nettoyage d'une gamelle dans le courant rapide d'un torrent est suffisant et efficace. En emportant une très grande voire trop quantité de provisions, ne vous chargez-vous pas de façon excessive, alors qu'un ravitaillement, tous les 2 jours dans les villages traversés, suffirait. Le poids de votre sac à dos devrait ne pas dépasser si possible les 12 à 14 kg. Les alpinistes sont souvent obligés d'emporter tout leur équipement, souvent plus de 20 kg, mais leur marche d'approche est mesurée. Et les distances parcourues sont faibles. En randonnée, les distances sont plus grandes. Plus lourde est votre charge, plus épuisantes sont les montées ou descentes. Votre randonnée se transformera alors en véritable défi physique. Afin de gagner le moindre gramme, certains randonneurs paient chaque équipement de leur sac, un par un, sur leur balance de cuisine, ou leur pète-bébé. Ils essayent toujours de remplacer un équipement par un autre moins lourd, ou bien l'éliminent s'il n'est strictement pas indispensable. L'extrême limite atteinte dans ce domaine a été en 97, l'exploit réalisé par Alexandre Poussin et Sylvain Tesson réussissant à traverser tout l'Himalaya d'est en ouest en 6 mois, avec un sac à dos de seulement 6 kg. Mais c'est un extrême dans la constante recherche du gain de poids, mais peut-être pas un exemple à suivre. Soyez malgré tout bien équipé. Ayez si possible du matériel de bonne qualité et récent.
Votre randonnée peut être gâchée par un sac à dos dont la sangle casse, par des chaussures qui lâchent, par des lacets qui cassent, ou simplement par la conscience angoissante de cette plus que probable et proche éventualité, loin de tout. Ayez plutôt du matériel neuf ou récent quand vous le pouvez. De mauvaises chaussures raides, source de douleur au début, peuvent être cause d'un terrible calvaire en fin de randonnée. Mal adaptées, elles peuvent être aussi cause d'accidents. Sans bonnes chaussures, sur des sentiers caillouteux, un pierrier, des pierres glissantes, vous pouvez souvent vous tordre la cheville, déraper, voire vous fracturer un membre. On ne va en haute montagne en mocassin léger, en tennis, ou pire en tongs, et a fortiori sur un évé. Et pourtant chaque année, on retrouve ces mêmes randonneurs du dimanche, avec ce type de chaussures, et toujours victimes des mêmes accidents, souvent graves, de montagne. Un sac à dos, qui n'arrive à envelopper, et à coller à votre dos, penchant toujours en arrière, ou à gauche ou à droite, peut cisailler vos épaules, et abîmer votre colonne. De bonnes chaussures, et un bon sac à dos sont donc particulièrement importants. Pensez aussi à la tente qui peut se déchirer ou prendre l'eau, sous une pluie battante, ou bien encore la lampe qui ne fonctionne plus, alors que vous cherchez votre chemin à la nuit tombée. Pensez à votre confort. Pensez au confort, et surtout à celui de vos chaussures et de votre sac à dos. Essayez-les avant de les acheter. Évitez de vous ruer sans réfléchir sur ce qui semble être une promotion, et qui peut n'être qu'une façon de se débarrasser d'un matériel invendable. Essayez le sac à dos rempli, si vous le pouvez, apportez des charges, ou un équipement complet pour l'essayer. S'il y avait affaire à un bon vendeur, il doit vous permettre de l'essayer. Équilibrez bien les charges de votre sac à dos avant le départ. Il vaut mieux mettre les choses lourdes, nourriture, liquide, piquets de tente, contre le dos et les choses légères à l'extérieur. Pour mieux répartir la charge, divisez votre équipement dans de nombreux petits paquets, chacun enveloppé dans un sac plastique étanche. Comblez chaque petit vide senti à travers l'enveloppe du sac, par un petit paquet, par exemple, contenant un vêtement. À force de remplir chaque vide, pouvez gagner beaucoup en volume de rangement dans le sac à dos. Le vendeur de votre sac à dos doit pouvoir vous aider à équilibrer votre sac à dos. À défaut, vous pouvez vous faire aider par un randonneur ayant déjà une bonne expérience de la randonnée. Ne mettez pas trop d'objets dans les poches de votre pantalon. Ils peuvent frotter continuellement, puis rafler et blesser à la longue vos cuisses. Pensez à prendre de bons skis confortables qui tiennent bien, surtout pour les hommes. Pensez au risque de transpiration excessive, pouvant vous refroidir en pays froid ou en montagne. Évitez de trop vous couvrir pendant la randonnée, par contre couvrez-vous à chaque arrêt, lorsque vous ne marchez plus, et ne faites plus aucun effort physique, surtout à la tombée de la nuit. Prenez des sous-vêtements pouvant absorber la transpiration et transpirant. Il existe des chaussettes légères de randonnée, et des sous-vêtements anti-transpiration, en matériaux synthétiques de type Colmax, etc. En pays froid, évitez les vêtements de type coton pur, thermolactyle, tribonique, provoquant la transpiration, sans pouvoir d'absorption, et n'évacuant par l'humidité ou la transpiration. Essayez et formez votre chaussure en fin d'une randonnée, même une bonne paire de chaussures en apparence confortable à l'essayage, peut devenir douloureuse. Formez votre chaussure à votre pied, lors de petites randonnées d'une journée, et si possible 6 mois, avant la grande randonnée de plusieurs semaines. Ayez toujours un équipement adapté à la région, au pays et au climat. On ne voyage pas au Sahara, comme on voyage dans l'Arctique, ni en montagne comme en plaine. Région froide, la crème solaire est nécessaire dans le Grand Nord. Tout dépend de la région visitée. Dans certaines régions très pluvieuses, comme les forêts pluviales de la Terre de Feu, de la Nouvelle-Zélande, ou la Norvège, la crème peut ne pas être indispensable. En haute montagne, le soleil peut vous brûler gravement. Cela dépend aussi de votre peau. Un brun, une personne de couleur supportera mieux le soleil qu'un blond, et surtout une personne rousse, victime de tous les coups de soleil. D'une manière générale, plus on monte haut en montagne, plus les ultraviolets sont forts, et plus une crème de type écran total ou protection totale est indispensable. Elles sont encore plus particulièrement indispensables si vous devez traverser une couche neigeuse, ou si vous passez à proximité d'un glacier ou d'un névé. De bonnes lunettes de soleil sont alors aussi indispensables, pour éviter le grave risque d'ophtalmie des neiges. Plus on monte haut, plus ces lunettes de soleil doivent être fortes et sombres, comme les lunettes portées par les alpinistes, telles les lunettes de glacier, en montagne, ou dans des régions arctiques l'été. Il faut des vêtements chauds, et protégeants de la pluie et de l'humidité, qui Gore-Tex, polaire intérieur, sinon, il vaut mieux aussi avoir une tente montagne si possible isotherme, et résistant au grand vent ou aux tempêtes. Région chaude par contre au Sahara, couvrez les parties dénudées de corps de vêtements légers en coton, pour éviter les coups de soleil. Emportez beaucoup d'eau, au moins 4 litres, buvez beaucoup. Portez une casquette avec un rabat protégeant votre cou du soleil ou un chèche. Prenez une assurance rapatriement, et vos médicaments habituels indispensables. Prenez une assurance adaptée à la région ou au pays visité, assurance montagne, et éventuellement le formulaire 111 à la sécurité sociale, en indiquant le pays de destination.
N'oubliez pas avant de partir, de prendre vos médicaments habituels avec vous, en particulier si vous êtes allergique à certaines piqûres, morsures, si vous êtes cardiaque, diabétique, immunodéficit, asthmatique, etc. Soyez à jour de vos vaccinations, en particulier contre le tétanos, et contre les maladies rencontrées dans les pays visités. Une femme enceinte devrait renoncer à toute randonnée sportive, et encore plus à l'approche de l'accouchement. Ne surestimez pas vos forces physiques, entraînez-vous. C'est peut-être l'erreur la plus grave, cause du plus grand nombre d'accidents, et des plus graves. Si vos amis peuvent faire 30 km et 2000 mètres de dénivelé, par jour en montagne, cela ne veut pas dire que vous pouvez en faire autant. Tenez compte de leur propre entraînement. Ils peuvent même avoir pu ou voulu ne pas le mentionner. Commencez toujours progressivement dans toutes vos tentatives. Votre entraînement régulier est le meilleur garant de votre future forme. Évaluez-vous toujours ensuite après chaque tentative. Soyez vigilant envers les risques de claquage, de chute, dus à la fatigue, ne vous attaquez pas à de trop grands dénivelés dans la journée. Pensez qu'une descente en montagne peut être aussi épuisante qu'une montée. Arrêtez-vous toujours impérativement, si c'est possible, si vous sentez vos jambes trembler et flageoler, surtout dans les rochers et pierriers. Savoir d'évaluer par plusieurs sorties et randonnées, vous pouvez évaluer votre niveau. La plupart du temps, on surestime toujours ses capacités, au départ surtout, lorsqu'on n'a jamais fait de randonnée. Faire des marches en ville, ou bien pour se rendre à son travail, sur le macadam ou le goudron, n'est pas la même chose que de marcher pendant de longues heures sur des sentiers raides ou caillouteux. Ce ne sera presque jamais en ville que vous pourrez contracter des ampoules aux pieds. Monter une montagne, comme monter au Kilimandjaro, paraît toujours facile au départ. Ne tentez jamais de marcher aussi vite que le marcheur de tête du groupe, vous risquez de vous épuiser vite. Marchez à votre niveau, à votre rythme et vitesse, pas au rythme du groupe. Ne sous-estimez pas les dangers de la montagne ou d'un pays. Prenez connaissance de toutes les informations sur le pays visité, situation et régime politique, climat, météo, mentalité, croyances, ce qu'il faut ou ne pas dire, plantes et animaux dangereux, difficultés du terrain, pierriers, marais, maladies locales, conditions sanitaires, niveau de vie, risque de pénurie de certains produits et médicaments, risque de vol et d'agression, état de guerre ou d'urgence, guérilla. Dans certains pays, renseignez-vous sur les températures, la force des vents, les périodes de cyclones, de moussons, ou les risques d'inondations, de tornades, de tempêtes, de pluie, d'orages meurtriers, de chutes de neige, de verglas, d'avalanches, de brouillard. Essayez d'acquérir le maximum d'informations de toutes sortes, même les plus insignifiantes, sur la région ou le pays que vous sillonnerez lors de votre randonnée. Essayez de tout prévoir, même si on ne peut jamais tout prévoir. Un homme prévenu en vaut deux. Plus vous vous engagez dans une forte aventure, plus vous devez éviter de partir à l'aventure. Ne prenez pas toujours pour argent comptant ce que peut vous raconter l'agence touristique vous vantant et vous vendant les charmes du pays que vous allez visiter. Vérifiez à plusieurs sources vos informations et de plus recoupez-les avec d'autres sources. Essayez de tout prévoir. Essayez de prévoir les difficultés pouvant survenir dans tel ou tel pays. Voici ci-après un certain nombre de cas qu'on peut prévoir dans certains pays et les conseils associés. Difficultés d'approvisionnement. Pour certaines destinations connaissant des difficultés d'approvisionnement, Afrique, pays de l'Est, pays musulmans, même arctique, mieux vaut essayer d'acheter tout avant votre départ. Maladies, épidémies, parasites. Dans certains pays chauds en voie de développement, vous avez systématiquement certaines maladies comme le paludisme, la fièvre jaune. Faites-vous vacciner contre certaines maladies, fièvre jaune, avant le départ. Comme le paludisme, prenez le traitement, Nivaquine, Flavoquine, au moins 15 jours avant le départ, puis régulièrement ce même traitement pendant le séjour, puis continuez-les au moins 15 jours après le séjour. Renseignez-vous sur les maladies et parasites rencontrés dans les pays que vous allez traverser. Parasites bilariose, glossine ou mouche tsetse, paludisme, neuropaludisme, mouche filaire, maladies infectieuses graves, maladies d'Ebola, de Lassa, sida animal. Mieux vaut se faire rapatrier dans un pays évolué à la couverture médicale élevée que de se faire soigner dans un pays en développement. Animaux dangereux venimeux. Renseignez-vous sur tout ce qui pique ou est venimeux dans la région traversée. Serpents, lézards, araignées, scorpions, mille-pattes, insectes, tiques, punaises, grenouilles, crapauds, méduses, pieuvres, poissons, quelques mammifères australiens, échindés, ornithorynx. Certaines espèces sont particulièrement dangereuses. Grenouilles de 3 à 4 cm de long, couleur chatoyante jaune ou bleu et noir, de l'espèce d'androbate des forêts d'Amérique centrale, dont le contact de la peau peut être mortel. Cobra, Afrique, Asie, mamba, Afrique, veuve noire, Amérique, scorpions africains, serpents marins, Australie, crotal, Amérique, serpents corail, etc., etc. Il existe en Amazonie quelques chenilles dont le contact est assez dangereux. Une tique venimeuse australienne, Ixodelociclus, peut être dangereuse. Prédateur carnivore dangereux. Dans tous les cas, il vaut mieux ne pas s'approcher des animaux dangereux. Il faut de renseigner sur les animaux dangereux de la région.
Et si oui, embaucher un guide, se renseigner sur les mœurs et les moyens de défense face à l'animal, et éventuellement acquérir le répulsif ou l'arme adéquate. Pour certains animaux carnivores et même herbivores, le fait de s'approcher trop près en général considéré comme une menace de votre part, ce qui l'obligera à vous attaquer. Si vous vous approchez aussi près de petits, cela pourra être considéré de la part de la mère comme une menace envers ses petits, et elle vous attaquera. Les prédateurs aiment les effets de surprise et l'affût. Quand ils le peuvent, ils se cachent jusqu'au dernier moment et profitent de tout ce qui peut les dissimuler à la vue de leur proie, afin qu'elle n'ait pas le temps de le détecter et de fuir. Utilisation d'une cachette, derrière un bosquet, un rocher, une crête rocheuse, un névé, sur une branche d'arbre, une hauteur, attaque par derrière, dont dans toutes les régions où il y en a, soyez vigilants, ayez l'œil partout. Tous les animaux ayant peur du feu, une torche ou un feu suffit pour les éloigner la nuit. Prédateurs terrestres. Citons les ours, les lions, les tigres, Asie, les jaguars, Amérique, les léopards, Afrique, les pumas, Amérique, les hyènes, Afrique, plus rarement, en général alors poussés par la faim, les loups, les dingos d'Australie, au niveau des reptiles, les crocodiles du Nil, Afrique, les crocodiles de mer, Australie, Papouasie, Caïmans noirs, Amérique, certains pythons royaux, l'anaconda d'Amazonie, sur l'île de Komodo, Indonésie, le plus grand varan du monde, le dragon de Komodo. Prédateurs marins. Les plus connus sont certaines variétés de requins, blancs, dans le mer du Sud, tigres, marteaux, certains animaux comme l'orque qui pourraient s'attaquer à l'homme ne s'y sont jamais attaqués dans leur milieu naturel. L'ours. Le danger des ours blancs est réel. L'ours blanc est un animal imprévisible, pouvant charger, sans manifester aucun grognement, ou une attitude d'intimidation préalable. Sa force est prodigieuse, pouvant décapiter une tête, d'un coup de patte. Les ours n'aiment pas courir longtemps. Ils ménagent le plus souvent leurs forces et réserves. Leur flair est exceptionnel, détectant une proie à plusieurs kilomètres. L'ours est d'autant plus dangereux qu'il est encore jeune, ne sachant pas encore correctement chasser le phoque, sa principale source de nourriture. Il est souvent affamé à la sortie de l'hibernation en avril, ou à la fonte de la banquise durant l'été, juillet, août et septembre. Les ours ont un odorat très développé, pouvant vous détecter à des kilomètres à la ronde. Un ours n'est pas nécessaire hostile. Il peut être simplement curieux. Mais dans le doute, mieux vaut rester prudemment à distance. Pour éviter de se faire attaquer, quelques règles essentielles à respecter: ne pas laisser de déchets, sinon les incinérer ou les enterrer profondément, éviter de produire des odeurs, enterrez vos besoins, faites la cuisine, entreposez vos aliments, très loin de votre lieu de campement, au moins 100 mètres, évitez de faire cuire de la viande, évitez de transporter des aliments odorants, viande, soyeuse propre, corporellement, au niveau du camp, restez toujours à distance des ours, grands comme petits, évitez de longer tout obstacle pouvant servir d'affût aux ours, collines morainiques, rochers, gros blocs de glace. En cas de charge, la solution la plus sûre, selon les Inuits, resterait le fusil de gros calibre. Avant de tuer l'ours d'un coup de fusil dans le poitrail, essayez de l'effrayer d'abord. Criez et jetez des objets, tirez une fusée éclairante ou barre oblique et tirez d'abord un coup de semonce au-dessus de sa tête avant les 50 mètres fatidiques. Tout abattage doit être déclaré à l'administration concernée. Une alternative écologique selon le guide des expéditions dans l'Arctique canadien est constituée par les cartouches pour fusil calibre 12 fer et fusil de calibre 12, non mortels, ayant un effet semblable aux cartouches gros sel. Une autre alternative est constituée par la bombe aérosol à l'oléorzine, dite au poivre rouge, contenant des substances irritantes et répulsives, capsaïcine, ou oléorzin capsicum. Attention, comme toute arme, ces bombes sont soumises à réglementation. Elles peuvent brûler les yeux. On peut trouver cette bombe en France au magasin Dune, Paris 8e, à la Cordée, ou à Mountain et Kimnancor, magasin de sport de Montréal. Les bombes se portent à ceinture, ou dans une poche. Le poivre, quand on n'a rien d'autre, pourrait être aussi un bon dissuasif. L'explosif, ayant l'effet de gros pétards, de marque Birbanger au Canada, destiné à effrayer l'ours, serait lui aussi assez dissuasif, en raison de la taille et de l'épaisseur de la fourrure de l'ours. Une clôture électrifiée ne peut en aucun cas constituer une protection suffisante. L'administration canadienne des ressources renouvelables suggère plutôt de disposer, autour des tentes, un fil conducteur reliant des piquets, fil relié à avertisseur sonore, sonnant dès qu'un animal touche le fil, le schéma électrique d'un tel avertisseur est décrit dans certaines revues comme le haut-parleur. Leur écrire: animaux herbivores dangereux. Certains animaux auxquels on ne pense pas sont particulièrement dangereux et provoquent des morts chaque année, la personne étant éventrée par un coup de corne, de défense ou de dent, l'animal chargeant simplement, parce que vous étant approché trop près ou en le surprenant, ce dernier s'est senti menacé, ou a pensé sa progéniture menacée. En Afrique, l'hippopotame, le buffle, l'éléphant, le rhinocéros, certains singes peuvent infliger des morsures graves. Babouin, Afrique, en Amérique du Nord, bison, orignal, rare, bœuf musqué, région arctique, plantes dangereuses. Certaines plantes peuvent vous laisser de cruelles blessures ou coupures, telles les coupantes herbes à éléphants,
plantes épineuses, ronces géantes, les blessures quelques peuvent s'infecter. Soyez prudent, attentif et portez des vêtements solides adaptés, jeans ou pantalons, chemises et vestes de toile épaisse. Portez éventuellement des bottes montantes en caoutchouc, comme celles d'équitation. Emportez dans certains pays à la jungle exubérante, un coupe-coupe, minimum 50 francs. Certaines plantes sont très toxiques, à leur contact, ou leurs fruits le sont aussi, tels le mançonnier des Antilles et de l'Amérique du Sud, aux fruits semblables aux pommes vertes appétissantes, jonchant le sol en grand nombre, ou le chêne sumac d'Amérique, ressemblant à un petit chêne vert, dont le simple contact, avec n'importe quelle partie, provoque de graves inflammations de la peau. Situation dangereuse dans tous les cas de situation d'urgence, essayez de garder votre calme. Les précipices et les falaises, une ravine praticable peut se transformer en dévers d'une falaise. Revenez sur vos pas, même si le dénivelé à remonter est important. Suivez plutôt les sentiers balisés, si vous êtes en terrain inconnu. Attention, à certains puits sans margelle non signalés au bord des pistes au Sahara. Ne pénétrez dans certaines grottes ou gouffres, si vous n'êtes pas spéléologue. Le brouillard, il vaut mieux ne pas de déplacer et rester au bivouac, surtout dans les régions comportant des dangers. Si la visibilité est de quelques mètres, ne vous déplacez pas. Sinon, suivez rigoureusement le sentier de randonnée. Consultez régulièrement votre boussole et altimètre. Restez strictement groupés. Ayez un sifflet pour vous appeler et vous repérer. Changement de temps en montagne, orage. En montagne, même dans les alpages, les refroidissements, les changements de temps, les orages peuvent être soudains. Avoir donc tout en réserve, des vêtements chauds et des vêtements contre la pluie des orages. En cas d'orage, essayez de redescendre le plus rapidement des sommets et de vous abriter. Dans le Haut-Atlas marocain, il peut y avoir certains étés, une fréquence d'un orage par jour, commençant chaque début d'après-midi. La grêle dont les grêlons sont d'une certaine dimension peut provoquer des blessures graves. Abritez-vous le plus rapidement. Sans abri, mettre votre sac à dos sur votre tête, pour vous protéger. La tempête. Au-delà de 100 km/h de vent, mieux vaut ne pas sortir dehors. Essayez de vous abriter. Affronter un vent tempétueux de face peut être épuisant physiquement. Les grands froids, bien se couvrir. Porter des gants, si possible des moufles fourrés et Gore-Tex ou manchons néoprène-bonnet ou passe-montagne sur la tête. Ne pas avoir les doigts de pied trop serrés dans les chaussures, permettre la circulation. Boire chaud régulièrement. Enduisez-vous de graisse, visage, nez, doigts, mangez beaucoup de corps gras, margarine, huile, par très grand froid, ne frictionnez pas votre visage ou votre peau. Pour réchauffer vos mains, mettez-les contre votre ventre ou votre bas-ventre. Attention du facteur de refroidissement du vent, le wind-chill, qui accroît considérablement le froid. Tempête, protégez-vous dans un trou de neige ou un abri de fortune fait de branchages couverts de neige. Situations exceptionnelles, ces situations sont rares, mais on peut malgré tout les signaler. Cyclone, suivez les consignes d'évacuation, de protection des autorités civiles si vous avez pu être prévenu à temps. Éloignez-vous de la mer de plusieurs kilomètres. Calfeutrez toutes les issues, portes, fenêtres. Enfermez-vous dans une maison en dur, en béton, immeuble, avec toit en béton, aux fenêtres closes, par des volets métalliques, ou avec des planches solidement fixées. Proche de la mer, soyez aux étages supérieurs d'un immeuble en béton. Réfugiez-vous sous un lit. Ne sortez jamais quelle qu'en soit la raison, vous risqueriez de vous faire découper par une tôle ou un objet projeté par le vent. Tornade. Dans le cas de tornade, réfugiez-vous dans une cave, ou un sous-sol, ou un pont en béton ou métallique, ou à défaut dans un fossé. Suivez les consignes des autorités, si vous avez une radio. Raz de marée. Gagnez très rapidement les hauteurs, maisons hautes, arbres très hauts, cocotiers, collines très hautes, tours. Ou dans la cabine d'un bateau de pêche, inondation. Gagnez très rapidement les hauteurs, maisons hautes, arbres très hauts, collines très hautes, tours, emportez de l'eau potable avec vous. Ensuite quittez le lieu le plus rapidement possible, pour éviter les risques d'épidémie. Suivez les consignes des autorités. Feu de forêt. Allez dans le sens opposé au vent, si aucun front de feu ne vient pas vers vous, allez vers les terrains dégagés s'il y en a, clairières, vignes, ou étendues d'eau, lacs, rivières. Avalanche. Essayez de vous mettre à l'abri. Sinon, mettez-vous en position fœtale, et surtout protégez vos voies respiratoires de l'asphyxie en les recouvrant de vos vêtements, mouchoirs, votre main. À la fin de l'avalanche, remuez constamment, creusez, pour éviter l'hypothermie. Il existe des petits appareils, émetteurs-récepteurs réglés sur la fréquence internationale de 457 MHz, emportés par les skieurs hors piste, permettent aux équipes de secours de vous repérer, entre 1500 francs à 2000 francs, portée maximum 80 mètres, marque Audiovox, etc. Épidémie. En cas d'épidémie, quittez la région immédiatement, faites-vous vacciner immédiatement, si vous le pouvez, signalez votre cas aux autorités médicales, et aussi à celles de votre pays à votre retour.
État d'urgence, coup d'État, guerre. En cas de coup d'État ou de couvre-feu, ne sortez pas de votre hôtel ou de chez vous, vous risqueriez de recevoir une balle ou un obus. En cas de guerre, essayez de vous éloigner, si vous pouvez du lieu de conflit, quittez le pays. Ne sortez jamais pendant le couvre-feu, sauf si vous pouvez obtenir l'autorisation des militaires, et si vous pouvez vous faire accompagner par eux. Panne en plein désert, le principal risque est celui de la déshydratation. Protégez-vous du soleil par vos vêtements, votre chapeau. Ne buvez pas l'eau de certains lacs saturés en sel, choc trouvé dans le Sahara, l'excès de sel peut vous déshydrater encore plus, et provoquer des hallucinations. Par contre, si vous avez de l'eau, consommez un peu de sel, pour la transpiration. Abritez-vous du soleil la journée. Essayez de marcher la nuit, en vous repérant aux étoiles, étoiles du berger, constellations, le matin, dans presque tous les déserts vous pouvez récolter la rosée, en étendant un drap, une serviette, un vêtement, une grande pièce de tissu verticalement sur des piquets de tête. En tordant ce drap dans votre bouche, vous pouvez récolter quelques décilitres d'eau. Dans le désert du Kalahari, existent des melons rafraîchissants, dans celui d'Australie des vers, et de fourmis à miel enterrées, fournissant des réserves de vivres et d'eau. En creusant la sable au fond de certains oueds, on peut trouver un eau boueuse et polluée, à faire bouillir, ou à traiter par un produit antibactérien. Dans le Kalahari, certains trous dans les oueds sont d'ailleurs creusés par les éléphants. Si vous souhaitez télécharger la version PDF, rendez-vous sur collapseur.com. Blessures, risque d'infection, maladie. Un moyen de désinfection simple, à défaut de médicaments, est d'utiliser votre propre urine. Voir tout ce qui concerne ce sujet, le chapitre 6. Secourisme. Chapitre 3. Conseils durant la randonnée. Soyez prudent dans le choix de votre itinéraire. Dénivelé et distance. Attention, comme en relativité, le plus court chemin d'un point à un autre en randonnée n'est jamais ou que très rarement la ligne droite. Surtout en montagne, un trait droit tracé sur une carte peut se révéler un ensemble de dénivelés épuisants en montagne. Choisissez plutôt de rester à la même altitude, sur la même ligne de niveau sur une carte, même si vous devez effectuer des lacets, fjordisés, sur la carte, qui semble rallonger votre chemin de plusieurs dizaines de kilomètres, comme les lacets que vous devez effectuer dans les fjords de Norvège, plutôt que de monter et de descendre de nombreux dénivelés et cols. Attention, les distances sont toujours plus courtes sur les cartes que dans la réalité. Une distance par jour, de 30 km sur du plat et de 14 km en montagne sont déjà de bonnes distances, avec un sac à dos de 15 kg. Ne vous fixez pas d'étapes trop longues. Si vous devez, ou désirez grimper une montagne, évaluez votre effort à fournir, non à celui à fournir à la montée, mais calculez que votre effort à fournir sera celui de la montée plus celui de la descente. Vous pouvez vous fixer des buts lors de chaque journée, surtout si l'itinéraire choix est dur, tel le choix d'un but mythique ou valorisant. Un château, un beau lac, une belle vallée, un bon hôtel, ou restaurant qui seront la récompense des efforts fournis, mais évitez de vous fixer un chrono rigoureux, source d'épuisement. Sauf si vous êtes là, pour accomplir un exploit, souvenez-vous que vous êtes en vacances, pour apprécier la nature, et non soumis aux délais et contraintes du bureau ou du monde du travail. Votre seule contrainte est de terminer votre randonnée avant la date de la fin de vos vacances. Franchissement des cours d'eau. Parfois le gué d'une rivière peut, suite à une soudaine crue, se révéler impraticable et obliger à un détour de plusieurs dizaines de kilomètres. Enlevez toujours vos chaussures et chaussettes et séchez vos pieds à la sortie de l'eau. Attention aux rochers au fond de l'eau sur lesquels vous posez vos pieds, espérant ainsi ne pas trop vous mouiller. Ils peuvent être glissants. Évitez plutôt de marcher dessus. Si la rivière est profonde et que vous êtes seul, ayez un bâton pour sonder devant vous et dirigez-vous en remontant légèrement vers l'amont, à contre-courant, pendant votre traversée. Si vous êtes plusieurs, une personne peut partir en éclaireur dans la rivière attachée par une corde que peut attraper et tirer les membres du groupe en cas de problème. Cette corde peut servir de treuil ensuite pour les sacs à dos. Sinon, certains animaux par leur hauteur, chevaux, chameaux, peuvent franchir des rivières que vous ne pourriez pas franchir à pied. Le fait d'envelopper vos affaires dans des sacs étanches se révèle alors dans ces circonstances d'une grande importance. Les raccourcis et les chemins standards. Attention aux raccourcis paraissant faciles. Comme David Vincent dans Les Envahisseurs, vous pourrez chercher le raccourci que vous ne trouverez jamais, comme un valet, partant au départ dans la bonne direction, puis s'orientant petit à petit dans la mauvaise direction. Consultez toujours votre boussole et votre carte. Ne soyez pas distrait par une discussion pendant que vous suivez les repères ou balises de votre sentier de randonnée, vous pourriez les perdre, et donc vous perdre. En France, les sentiers de grande randonnée sont en général repérés par deux traits horizontaux rouge et blanc. Dans certaines forêts françaises, on peut aussi s'orienter par les numéros des parcelles, indiqués sur des arbres, et sur la carte. Si sur la carte est dessiné un sentier de randonnée, choisissez plutôt cet itinéraire.
Si vous devez tracer votre route, choisissez ce qui est sur la carte des points de repère reconnaissables: falaise, piton, nid d'aigle bordant une vallée, village, chapelle, château, château d'eau, monument, vallée pas trop plate, afin qu'elle soit facile à suivre sans se perdre. Sur la carte, ces courbes de niveau sont faciles à suivre. Il vaut mieux suivre des courbes de niveau que chercher son chemin à la boussole. Les marais et les pierriers. Évitez, même si vous devez faire un détour de plusieurs kilomètres, les pierriers et les marais, dont le symbole est visible sur les cartes, et dont vous vous sortirez que difficilement épuisé. Attention aux vents dominants dans certaines régions, qui de face peuvent être épuisants. Attention aux rochers, aux roches rendues glissantes par la pluie, aux pierres glissantes au fond des torrents et rivières à traverser. Une plaque de boue, dans un marécage à sphaigne, et dans une tourbière, peut signifier une dangereuse fondrière ou même de dangereux sables mouvants. Si vous vous enfoncez dans un sable mouvant, couchez-vous horizontalement sur la boue, et rampez en plaçant vos vêtements, tapis de sol, sacs, comme un pont devant vous. Attention, de s'engager sur des rochers lisses, par temps de pluie, qui peuvent les rendre glissants. Volcans régulièrement actifs. Si vous allez visiter des volcans actifs, renseignez-vous sur les dangers inhérents au volcanisme, nuées ardentes existantes sur quelques rares volcans, retombées de bombes volcaniques, coulées de boue, lave, gaz. Il est conseillé de prendre un guide local ayant une bonne connaissance du volcan. Attention, la montée dans des bouillies de cendres, ainsi que la pente souvent raide des volcans, peuvent être particulièrement épuisantes. Attention aux falaises qu'on peut rencontrer lors de la descente d'un volcan. Attention aux cavités dissimulées, au plafond fragile d'un tunnel de lave sous une coulée de lave. Certaines laves peuvent être très coupantes. Se munir de gants de jardinier. Sur la plupart des volcans, il est nécessaire de se munir d'un casque, et éventuellement d'un masque à gaz. Sur un volcan actif, regardez toujours vers le sommet pour voir si des bombes ne viennent du ciel, ou bien ne roulent pas, et ne rebondissent pas, sur la pente, pas en votre direction. Les horaires. En haute montagne, essayez toujours de vous lever tôt, éventuellement avant l'aurore, afin d'arriver à votre lieu de bivouac et d'arriver avant 3 heures de l'après-midi. Persévérance, prudence et vigilance. Même si sous l'effet de fatigue et la monotonie temporaire d'un terrain, d'une vallée traversée, on a l'impression qu'on ne voit jamais le but venir, ne jamais vous décourager, restez persévérant, il faut parfois s'accrocher même en randonnée. Dans le doute, franchissement risqué et douteux d'une rivière, d'une paroi à pic, même si vous êtes fatigué, évitez de vous laisser aller à la paresse aux conséquences catastrophiques. Surtout en montagne, soyez toujours vigilant jusqu'au bout, même quand vous croyez être arrivé au but, par exemple quand vous montez les marches de votre refuge ou l'hôtel. Le danger peut encore exister. Regardez toujours jusqu'au bout, où vous posez vos pieds. En effet, en fin de randonnée, la fatigue peut fragiliser vos chevilles, cas des entorses de fatigue, et avoir raison de votre vigilance. C'est dans cette dernière partie que l'on fait le plus de bêtises. Prévoyez toujours 2 à 3 jours, ou plus de jours de sécurité et de repos, pour prévoir les incidents, accidents, blocages administratifs, changements de temps. En montagne, ayez toujours plus de nourriture ou de vêtements que prévu. L'orientation à la boussole, au GPS, trouvez sa position avec une boussole à prime ou barre oblique et viseur. 1. Pointez un élément caractéristique du paysage, sommet d'une montagne, village, repérable sur votre carte, avec le viseur de votre boussole. Notez la graduation lue à travers l'œilleton du viseur. Faites la même opération, avec un second point caractéristique du paysage. 2. Faites coïncider la flèche du nord, magnétique, de la carte avec la flèche magnétique indiquant le nord de votre boussole. Votre carte est ainsi orientée dans la bonne direction. 3. Repérez sur la carte l'emplacement de vos 2 points de repère. Tracez un trait, suivant l'angle de la graduation que vous avez lu sur votre boussole, et notez pour chacun des 2 points. 4. Le point d'intersection de ces 2 traits sur la carte est votre position actuelle. Trouvez sa direction sur une boussole, Silva, en fonction du chemin à suivre sur la carte. 1. Posez votre boussole de type Silva, transparente et plate, sur votre carte. 2. Placez tangentiellement le bord de la boussole, souvent gradué en centimètres, le long du chemin à suivre dessiné sur la carte. 3. Tournez le cadran plastique annulaire de la boussole, jusqu'à ce que le nord indiqué sur le cadran corresponde, avec le nord magnétique de la carte. 4. Ensuite, tournez l'ensemble de la boussole dans votre main, afin que l'aiguille magnétique de couleur rouge indiquant le nord, corresponde avec le nord indiqué sur la bague plastique du cadran. La direction à suivre est alors indiquée par la longue flèche gravée sur la plaque transparente de la boussole. 5. Visez dans cette direction un objet dans la nature, montagne, arbre, très repérable, et dirigez-vous constamment dans sa direction. Arrivé à cet objet, refaites de nouveau le point. Et ainsi de suite. Conseil. Attention, de ne pas faire le point avec un objet métallique sur vous ou à proximité, appareil photo, caméra, couteau suisse, qui pourrait faire dévier l'aiguille de votre boussole et fausser votre direction. Astuce d'orientation.
La nuit, on peut se diriger avec étoile polaire ou étoile du Berger, située au nord. C'est la seule qui ne semble pas se déplacer dans le ciel au cours de la nuit. On recherche d'abord la constellation de la Grande Ourse, dont la forme de casserole est facile à retrouver dans le ciel. Cette étoile est-elle située au bout du manche de cette casserole? Dans l'Arctique, les bancs de neige sont en général orientés vers le nord, direction vent dominant venant du nord. Si vous avez une montre, le cap du Soleil peut être calculé sur heure du jour sur 24 heures multiplié par 15. Par exemple, le Soleil dans le ciel à 8 heures du matin est dans la direction du cap 8x15 égale 120 degrés d'angle est par rapport au nord. À midi, il sera à 180 degrés, c'est-à-dire plein sud. À 6 heures du matin, il sera à 90 degrés, c'est-à-dire plein est. Sachez vous reposer quand il le faut. Faites des haltes de repos, toutes les demi-heures à 1 heure, pendant 5 à 10 minutes, ce qui vous permet tout en vous reposant, de vous restaurer d'une barre céréale, de boire à votre gourde ou à votre thermo, et faire vos besoins. Avez toujours un rouleau de papier toilette à portée de main dans un sac étanche. Arrêtez-vous toujours impérativement, si c'est possible, si vous sentez vos jambes trembler et flageoler, surtout dans les rochers et pierriers. Le marcheur de tête du groupe se devra de faire régulièrement des haltes, pour attendre et ainsi éviter de décourager les membres les moins performants du groupe. Sachez respirer. La respiration est très importante en randonnée. Votre respiration doit être en rythme avec vos pas. Surtout en montagne, il est important de durer, donc de se fatiguer le moins possible, donc important de bien respirer. Entraînez-vous à avoir des respirations profondes, mais pas excessives. Ne bloquez pas votre respiration. Elle doit devenir progressivement naturelle. Un des cauchemars du randonneur, surtout en montagne, est le nez bouché, fréquent chez les personnes allergiques. Évertuez-vous alors à vous déboucher continuellement le nez, en se mouchant avec votre mouchoir, ou avec les doigts, d'un doigt. Faites-le jusqu'à ce que votre nez soit débouché. Ne montez jamais trop vite une montagne, surtout en haute montagne. Vous risquez sinon d'attraper le très grave mal des montagnes aux conséquences souvent excessivement graves. Œdème pulmonaire, voire mort, il se signale toujours à l'origine par des vertiges, des maux de tête et des nausées. Si vous sentez ces symptômes, redescendez immédiatement mais lentement. Redescendre trop vite une montagne peut être aussi cause d'accident respiratoire, avec tétanisation progressive des muscles et cris de tétanie. Continuez à respirer profondément et lentement longtemps après l'arrêt, lorsque vous avez effectué un long effort et une longue marche. Améliorez votre façon de marcher. Votre démarche doit être si possible souple, féline, élastique. Il faut apprendre à bien marcher, et en même temps bien respirer, lors de nombreuses randonnées. Essayez de marcher en posant la plante des pieds à plat. Dans les pentes très raides ou glissantes, posez les deux pieds, l'un au-dessous de l'autre, parallèles à la pente, éventuellement vos bâtons de marche plantés en contrebas de votre pied le plus bas. Des bâtons de marche peuvent éventuellement soulager l'effort et le poids sur vos jambes et mollets dans les descentes. N'ayez pas l'intérieur des jambes arquées de façon panarde ou cagneuse. Dans les montées de névé, si vous n'avez d'autre choix que de les traverser, plantez le bout ou le cou du pied horizontalement dans la paroi. Regardez toujours devant soi, pour éviter et anticiper les obstacles, tout en fixant de temps en temps un point à l'horizon. Avancez toujours lentement dans les montées et descentes. Ayez des petits pas. N'attaquez pas les fortes déclivités en trace directe, montez plutôt en effectuant des lacets et zigzags, en serpentant. Souvenez-vous qu'une descente peut être aussi épuisante qu'une montée. Souvent les entorses et les luxations arrivent à ce moment, de même que les accidents d'alpinisme se produisent souvent à la descente, au moment où l'on est le plus épuisé, et que la vigilance baisse. Ayez un habillement adapté pendant la randonnée. Ne soyez pas trop couvert pendant votre randonnée. On s'échauffe rapidement, et on transpire beaucoup. L'humidité de la transpiration peut rendre votre vêtement mouillé, et être ensuite source de refroidissement corporel. Attention lors des arrêts, de ne pas vous refroidir, couvrez-vous alors de nouveau. Les extrémités souvent se refroidissent vite, et l'on peut perdre beaucoup de calories par la tête, cette dernière étant la partie du corps la plus irriguée par le sang. Donc, dans certains cas, un bon bonnet ou un passe-montagne et de bons gants peuvent s'avérer fort utiles. N'en faites surtout pas l'économie pour des questions de poids. Contre les plans coupantes et piquantes, portez des vêtements en toile solide, jean. Choisissez bien de votre lieu de bivouac. Le choix de votre lieu de bivouac peut être important pour votre sécurité. Choisir un lieu de bivouac proche d'un point d'eau, si c'est possible, par exemple proche d'une source, d'un lac, d'une rivière, mais pas trop proche d'elle. Si l'on choisit une rivière, il faut si possible que l'emplacement soit surélevé d'une dizaine de mètres par rapport à la rivière, surtout en été, lors d'étés très chauds et secs, pour prévenir la crue de la rivière, lors d'un soudain et violent orage la nuit. La grande exploratrice Isabelle Eberhard est morte noyée en plein Sahara par la crue d'un oued. Ce conseil est encore plus important dans les régions méditerranéennes et sahariennes, aux rivières aux régimes irréguliers. La sécurité doit primer sur la facilité d'accès au point d'eau. Pour éviter la foudre, ne le choisissez pas non plus sur une butte élevée isolée, au sommet d'une montagne, ou à côté d'un, ou de grands arbres.
Le lieu idéal est souvent au bord d'un lac, d'une source, repéré le plus souvent sur la carte auparavant, ou sur un plateau à mi-pan d'une vallée au-dessus de la rivière. Ne choisissez pas un terrain trop humide ou caillouteux, ou trop sec. Une terre un peu molle, pas trop, couverte d'herbes vertes et grasses, dégagée de tout arbre, est un terrain idéal pour planter sa tente et bien dormir. Loin des terriers habités d'animaux, loin des nids de fourmis, d'abeilles, de guêpes, certains animaux peuvent être ennuyeux la nuit, renards, et vous risquez aussi de les déranger. Attention au sommet d'un col, où les vents peuvent être très violents. Afin que la tente résiste aux grands vents, il peut être bon de nouer les haubans à de gros rochers, en les entourant, voire un abri ou muret de pierre, de neige ou de glace autour de la tente. Il peut être bon avant la randonnée, de remplacer les mâts en fibre de verre, cassants, de votre tente, par des mâts en aluminium, en prévoyant un mat supplémentaire de rechange. Pour un bivouac de longue durée, loin d'un point d'eau, vous pouvez emporter de grandes vaches à eau de 5 litres ou plus. Un cubiténé de vin en plastique mou, qu'on trouve dans certains magasins de matériel de camping, peut servir de vache. Sinon il existe des vaches de 10 à 20 litres en plastique mou, entre 30 et 40 francs. Attention, le portage d'une vache de 10 litres, ou d'un cubiténé peut être très pénible. Renseignez-vous avant sur la réglementation des lieux de bivouac, dans la région ou le parc que vous visitez. Dans certains, le camping est strictement interdit, ou bien autorisé que dans certains lieux bien précis. Si vous faites du camping sauvage dans certains prés, demandez l'autorisation à l'agriculteur. Achetez les produits de sa ferme, lait, si vous le pouvez, pour le remercier. Ayez un lieu de campement rangé et propre. À votre départ, laissez ce lieu dans l'état où vous l'avez trouvé, sans détritus. Durant la nuit, placez vos chaussures à l'abri de la pluie sous le toit de la tente, et retournez vers le bas, semelle en l'air. Qualité du lieu de couchage. Ayez un bon matelas mousse, ou un matelas autogonflant, d'une bonne épaisseur, 2 cm ou plus, ils peuvent améliorer le confort du couchage. Contre le froid du sol, posez une couverture de survie, entre le matelas et le duvet. À cause du bruit, évitez de camper au bord d'une route, d'une autoroute, d'une voie ferrée, sinon ayez vos bouletiers, si vous ne pouvez faire autrement. Si vous êtes sensible à la lumière au moment de dormir, causée par le soleil de minuit, vous pouvez porter un masque pour dormir, ou un slip roulé en forme de fronde, dont vous entourez la tête et les yeux. Se souvenir le moment le plus froid de la nuit est vers 7 heures du matin. Autre logement. Si vous avez des adresses, vous pouvez toujours coucher dans une grange, dans un refuge, chez l'habitant, sous un préau d'école, ou bien si vous en avez les moyens dans un gîte d'étape, un gîte, une chambre à la ferme, un bed and breakfast, un refuge de montagne gardé, attention aux réservations et places, sinon, vous pouvez choisir de combiner tente et habitation. Certains abris permettent d'éviter d'avoir à monter la tente, et ne sont pas sans charme. Vous pouvez loger dans des granges, en ayant demandé l'autorisation au propriétaire. Dans certaines régions, il existe des abris non gardés, Bory en Auvergne, Caborne en Aveyron, en Provence, des refuges troglodytes, des refuges non gardés, en Beaufortin, vallée de la Savoie du Nord, etc. Dans un camping payant, on peut aussi trouver la douche ou le bain chaud bienvenu. Vous pouvez terminer la randonnée par un bel hôtel de charme, pour garder un beau souvenir de votre randonnée. Ayez toujours de l'eau avec vous, buvez régulièrement. Dans les pays chauds et secs, Corse, Méditerranée, Sahara, ou par temps estival sec, même en haute montagne, on peut à boire beaucoup, jusqu'à 4 litres par jour. Donc bien prévoir votre approvisionnement, en repérant par exemple les points d'eau accessibles sur votre carte. Ayez toujours une gourde ou un récipient sur vous. Une gourde en aluminium est plus solide qu'une gourde plastique, et ne laisse aucun goût, mais par contre est un peu plus lourde. Si vous n'avez pas de gourde, une bouteille d'eau minérale plastique peut très bien servir de gourde. Certaines bouteilles jetables sont particulièrement solides, telles les bouteilles lisses faites pour contenir des boissons gazeuses, Coca-Cola, 7-Up, Sprite, Fanta, de 1,5 litre. Ayez toujours une gourde d'une grande contenance, ou d'une contenance suffisante, 1 à 1,5 litre. Si vous avez une gourde avec bouchon à vis, par exemple de la marque Sig, pensez à bien refermer la gourde, pour éviter les fuites, avant de la replacer dans le sac à dos. Un thermo peut être le bienvenu pour vous réchauffer lors d'une halte, mais plus lourd et encombrant. Les thermos en verre sont fragiles, ceux métalliques lourds. Vous pouvez éventuellement boire facilement et régulièrement durant la marche, en ayant une gourde, comme celle des cyclistes, placée dans une pochette de ceinture, comportant un bouchon spécial qu'on peut tirer et repousser avec ses dents. Attention, à l'endroit où vous vous ravitaillez en eau. À une fontaine en général, il n'y a pas de problème. Si vous choisissez une source, vérifiez qu'elle n'est pas, en contrebas, d'un pré où se trouvent des animaux, vaches, ou des troupeaux. Sinon, il peut y avoir risque de pollution de la source. Si vous avez des comprimés pour purifier l'eau, comme l'hydroclonazone ou du permanganate de potassium, chauffez l'eau avant d'y mettre le comprimé, ou bien attendez suffisamment de temps, afin que le produit puisse faire de l'effet.
Attendre au moins une demi-heure, quand l'eau est glaciale. La règle est un comprimé d'hydroclonazone dans 1 litre d'eau, et 2 dans 1 litre d'eau froide. En haute montagne, ou dans l'Arctique, fait plutôt chauffer la glace bleue aux coins arrondis que la neige. C'est en général la plus ancienne, et la plus pure. La glace aux coins bleus sur les icebergs est de plus non salée. Préparez bien vos repas. Mangez équilibré, variez, diversifiez vos repas. Ne mangez pas toujours la même chose. Vous vous dépensez beaucoup pendant une randonnée. Mangez beaucoup. Notre nourriture doit être calorique. Mangez pendant la marche des sucres lents, fructose, céréales, barres céréales. Égayez vos repas de baies ou de fruits rencontrés sur votre chemin, qu'on peut récolter plutôt au mois d'août ou septembre. Cerises sauvages, merises, prunes sauvages, pommes sauvages, mûres, framboises, frais des bois, myrtilles. Attention, certaines baies sont toxiques, morels douce amère. Ne mangez que les fruits que vous connaissez. Pour les champignons, soyez excessivement prudents. Certains champignons adultes sont faciles à reconnaître comme les trompettes de la mort, les morilles, les girolles, pieds de mouton, et peuvent être facilement distingués des autres. Dans le doute, ne les cueillez pas. Dans les régions à risque, pays chauds, lavez tous les légumes frais. Prenez de l'eau minérale bouchée. Sinon, purifiez l'eau avec un purificateur d'eau, à céramique, ou bien avec des comprimés purificateurs, hydroclonazone, permanganate de potassium. Dans certaines régions, les baies peuvent être contaminées par l'urine de renard. Renseignez-vous. Lavez vos fruits. Vous pouvez manger certaines feuilles ou salades, comme les feuilles de pissenlit. En général, les plantes au goût amer, ou ayant une sève blanche comme un latex, ne sont pas comestibles. Prenez éventuellement des aliments préparés, lyophilisés, à cuisson rapide, pour économiser votre carburant. Rangez vos aliments, poudre, plutôt dans de petits sacs, sachets plastiques faciles à ranger. Renseignez-vous sur les plantes, baies, feuilles, qu'on peut éventuellement consommer dans la région. Observez ou se renseigner sur les techniques de survie des populations rencontrées surtout traditionnelles, Inuits, Bukmen. Les épices peuvent être rangées dans des boîtes de pellicules photo. Avoir toujours les deux mains libres durant la marche. C'est une question de sécurité. Surtout en montagne, il est important de pouvoir se rattraper au cas où. Pour cela, ne portez pas de sac ou d'objets à la main, portez tout votre équipement photo et vidéo dans un sac en bandoulière, ou dans une pochette pour matériel photo, porté à la ceinture. Arrimez tous les équipements souvent extraits des poches ou du sac. Si vous avez à sortir fréquemment du sac, votre appareil photo ou vidéo, attachez-le au sac à dos, à votre cou, à votre porte-carte, par une petite ficelle, ce qui évitera sa chute malencontreuse, dans un ravin ou une pente, ou tout simplement de le perdre tout court. Reliez votre couteau suisse, votre mini-lampe torche, votre petit carnet de notes, votre boussole, par une petite chaînette ou ficelle à votre ceinture, ficelle ou chaînette disponible chez un quincaillier ou le magasin de sport, style ficelle de montagne ou d'alpinisme. D'une manière générale, attachez tout ce qui est nécessaire à votre survie, boussole, couteau suisse ou canif, éventuellement aussi votre bracelet-montre, sifflet, et à votre cou dans une pochette placée sous la chemise, vos valeurs. Vérifiez en levant le camp, en quittant votre bivouac ou le refuge, que vous n'avez rien oublié sur place, par exemple une chaussette, un vêtement, de la nourriture, une bouteille, une lampe, un petit appareil photo, une pellicule terminée, ou même des déchets, etc. Si vous portez des lunettes de correction, reliez ces deux branches par une ficelle, et éventuellement, conservez une vis supplémentaire de rechange de serrage des branches de ces lunettes. Équipement photo. Ayez des piles neuves dans vos appareils photo, ou des batteries de rechange en suffisance pour vos autres matériels, vidéo, enregistreurs sonores. Placez aussi des piles de rechange, dans un sac plastique étanche dans lequel vous aurez placé un sachet dessiccateur. Dans les régions chaudes et humides, pour protéger vos objectifs de l'humidité et des moisissures, placez vos objectifs dans des sacs plastiques étanches, remplis d'un sachet dessiccateur. Si votre appareil photo ou vidéo est neuf, pour l'avoir bien en main, entraînez-vous à l'utiliser avant votre randonnée. Lisez bien le manuel d'utilisation avant. Éventuellement, vous pouvez photocopier le résumé des commandes ou du mode de fonctionnement de l'appareil, ou vous rédigez vous-même un mode d'emploi très résumé de cet appareil. Tout le matériel électronique, ou photo, pouvant être sensible à l'humidité, doivent être rangés dans des sacs plastiques, et comportant si possible à l'intérieur du sac plastique, où se trouve le matériel, un sachet dessiccateur de type silicagel, humicapteur ou d'une autre marque, pour obtenir un taux d'humidité voisin de 0 autour de l'appareil. Éventuellement, ayant un seul type de pellicule avec votre appareil photo, pour éviter de changer de sensibilité, de hasard, en cours de route, source d'erreur. Dans le désert, sur les volcans, protégez vos optiques du sable et de la cendre en les enveloppant dans des sacs étanches, style sac Ziploc avec fermeture, entourez vos bagues de réglage de scotch. Ayant une dragonne fine attachée à votre appareil, facilitant son rangement complet dans le sac plastique. Ayez toujours beaucoup de sacs plastiques sur vous, de la ficelle et des élastiques.
Ils permettent de protéger vos vêtements, votre nourriture, de la pluie et de l'humidité. Ils évitent aussi qu'un produit quelconque, une crème, une poudre, un liquide, coule dans le sac et tache ou poise le reste du sac. Tous vos affaires doivent être rangées dans des sacs plastiques, et même éventuellement enveloppées dans plusieurs sacs plastiques superposés, pour plus d'étanchéité, afin de rester secs. On peut encore rajouter un grand sac à gravats de 70 litres placé dans le sac à dos, pour y ranger et protéger toutes les affaires, afin de les protéger encore plus de la pluie. Il existe aussi de très grands sacs poubelles professionnels, comme ceux qu'utilisent les communes, pour remplir leurs boîtes à détritus. Des sacs transparents permettent de voir ce que vous avez rangé, comme les sacs de congélation, qu'ils soient avec ou sans fermeture zip. Il en existe de nombreux modèles. L'auteur préfère les sacs de congélation Klibel disponibles dans les magasins Carrefour. Testez leur résistance avant, pour vérifier que le fond du sac ne va pas se déchirer sous le poids du sac. Ayant toujours plus de sacs plastiques dans votre sac à dos que nécessaire. Ayez aussi avec vous de la ficelle solide et des gros élastiques. Ne transportez pas la civilisation avec vous. Ceci est un petit point de vue de l'auteur de cet article. Normalement, la randonnée permet une coupure avec le stress, la ville et le monde du travail. On oublie momentanément ses soucis quotidiens. Derrière ce retour à la nature, il a peut-être une aspiration spirituelle. On apprécie la beauté des paysages, une qualité de silence incomparable, qu'on ne trouvera jamais en ville, le chant des oiseaux et la pureté de l'air, voire de l'eau. Une radio dans le silence d'un cirque glaciaire en montagne peut alors détruire cette belle harmonie et perturber ou faire fuir les animaux. Respectez la nature. L'environnement naturel que vous avez choisi est souvent situé dans une région préservée. Respectez-la. Ne laissez pas de papier gras. Emportez des sacs poubelles pour ranger et ramener vos déchets avec vous jusqu'à la prochaine poubelle ou corbeille à détritus rencontrée sur votre chemin ou jusqu'au prochain village. Ne dérangez pas les animaux. Essayez de les observer à distance. Ne caressez pas ni même touchez pas un petit, sa mère pourrait l'abandonner. Ne tentez pas de caresser les animaux. La morsure de certains animaux, renards, belettes, lapins, blaireaux, ratons laveurs, ragondins, pourrait vous laisser un souvenir cuisant. Ce ne sont pas des animaux domestiques, mais des animaux sauvages, craintifs, en tout cas peu rassurés, sur vos bonnes intentions. Évitez sur une pente qu'une pierre roule sous vos pas. Une pierre dévalant une pente de plus en plus vite, et atteignant une grande vitesse peut tuer une personne ou un animal en contrebas. Respectez les coutumes d'un pays, ne jugez pas. Dans certains pays, surtout pays en voie de développement, certaines règles de vie et de politesse sont à respecter impérativement pour éviter d'importants problèmes. Renseignez-vous avant sur les tabous et coutumes du pays, des habitants que vous allez rencontrer. Ne vous croyez pas supérieur aux habitants des visités. Évitez de juger sans connaître. Évitez de vous énerver surtout envers les administrations de certains pays. Évitez de faire perdre la face à tout représentant d'une autorité. Ayez toujours un remerciement pour ceux qui vous aident, un sourire, un mot gentil, un petit cadeau, éventuellement offrez des tours de saltimbanque, qui amusent tout le village, si vous en avez appris, ou un récital, si vous savez jouer d'un instrument, un dessin si vous avez des talents d'artiste, et avez votre matériel, aquarelle, pastel facile à transporter, etc., ou tout ce qui peut faire plaisir et touche humainement. Ne montrez pas vos richesses dans les pays en voie de développement. Le luxe, la beauté de votre équipement peut être perçue comme une véritable provocation et même une incitation au crime. Ayez un équipement discret, peu voyant. Soyez réservé aussi dans vos paroles, ne jouez pas à l'américain. Ne dévoilez pas vos revenus, même croyant agir par honnêteté. Répartissez votre argent dans toutes vos affaires, dans les multiples pochettes de votre chemise, dans les poches du pantalon, au fond du sac à dos, dans le bas ou l'ourlet du pantalon, etc. Éventuellement, ayez une banane ou une pochette holstée anti-vol pour y ranger vos papiers d'identité. Il existe aussi des ceintures anti-vol, avec une pochette intérieure, ou même des pochettes s'attachant à l'intérieur de la chaussette, ou sur votre cuisse ou mollet. Si vous faites une randonnée en boucle, vous pouvez déposer les papiers, objets non indispensables chez l'habitant, ou à l'hôtel, point de départ de votre randonnée, et en qui vous avez toute confiance, ou bien dans une consigne. Ayez éventuellement un lexique de mots, ou un dictionnaire dans certains pays. On ne peut connaître toutes les langues. L'anglais étant la langue internationale, mieux vaut la pratiquer. Mais dans certains pays, pays en voie de développement et régions reculées, l'anglais ou votre langue peut ne pas être du tout pratiqué, et vous pouvez avoir des difficultés de communication. Un lexique des principales expressions courantes, ou bien un microdictionnaire lorsqu'il existe, peuvent vous aider. Vous pouvez vous le constituer de façon manuscrite. Éventuellement aussi, apprenez par cœur quelques phrases sésames, comme une prière, un poème, une chanson locale qui pourra ouvrir le cœur de vos hôtes. Vous pouvez avoir aussi sur vous un papier comportant un tableau de change précis, avec un nombre suffisant de lignes de comparaison entre votre monnaie et celle du pays visité, ce qui évite la calculette. Demandez conseil auprès de ceux qui pratiquent régulièrement la randonnée.
Ils vous apprendront beaucoup de petits trucs épatants. Comment faire un bon feu de bois sans difficulté, même sous la pluie, lasser ses chaussures, équilibrer votre sac à dos, éventuellement adhérer à une association de randonneurs. Il en existe un bon nombre. Fédération française des sentiers de grande randonnée, Club Vosgien, les Amis de la Nature, Club de randonneurs de votre CE, Club alpin pour les alpinistes. Dans ces structures, vous pouvez vous entraîner, vous faire conseiller, avoir des occasions d'effectuer de nouvelles et belles randonnées, dans des régions inconnues pour vous. Consultez des revues comme Randonnée et Alpinisme. Contribuez à renforcer l'esprit d'équipe et la cohésion du groupe. Une randonnée peut être gâchée par une mauvaise entente entre les membres du groupe. Il est important de se connaître avant. Et pour cela il faut se rencontrer, pour se frotter les uns aux autres. Faites quelques petites randonnées ensemble auparavant, ou bien réunissez-vous avant chez l'un d'entre vous, à plusieurs reprises, pour vous connaître, pour discuter entre vous, et préparer la randonnée, ou simplement pour faire une fête, passer un bon moment, etc. Essayez par plusieurs expériences communes de créer un véritable esprit d'équipe, en apprenant à vous aider, et à vous soutenir mutuellement, en sachant que souvent tous les membres d'un groupe ne sont pas toujours au même niveau physique, et au même niveau d'entraînement. Si la disparité entre niveau des membres n'est pas trop grande, c'est préférable. Soyez compréhensif avec ceux qui n'ont pas votre niveau. Sachez attendre les retardataires, essayez d'être de bonne humeur, amusant, positif, et de communiquer cette bonne humeur. Soyez toujours le premier à vous proposer pour les corvées, de bois, d'eau, de ravitaillement, etc. Si vous savez jouer d'un instrument de musique, harmonica, flûte, voire guitare, emportez-le si vous pouvez, vous pourrez créer alors des moments magiques. La bonne entente et la synergie qui en résulte de l'équipe permettent ensuite souvent de résoudre plus facilement une situation difficile et imprévue. Si vous souhaitez télécharger la version PDF, rendez-vous sur collapseur.com. Faire un feu de camp. Si une forêt ou un bois sont à proximité, un bon feu de camp peut être agréable en fin de soirée. Choisir un endroit plat ou creux et sec, loin de tout arbre, surtout en hiver, surtout s'il est couvert de neige. Protégez-le du vent par un petit muret de pierre, de terre, de sable ou de troncs d'arbres. Si vous ne pouvez trouver un endroit sec, neige, sol humide, faites un plancher pour votre foyer constitué d'un lit de branchages ou de branches parallèles et sèches, qui l'isolent du sol. Bien, dégagez l'endroit de toute herbe sèche, broussailles qui communiquaient le feu aux végétaux alentour. Attention, aux escarbilles qui dispersées par le vent qui pourraient propager le feu tout autour de vous. Ayez toujours un récipient rempli de sable ou d'eau à côté du feu, pour l'éteindre au cas où. Attention au grand vent, qui peut l'allumer comme une torche. Choisir de l'herbe, du lichen et de petits brindilles secs, ainsi que des branches de bois secs, qui ne soient pas moisies. Récoltez les branches mortes et sèches sur les arbres. Sur certains arbres malades, vous pouvez trouver un énorme champignon plat assez dur, l'amadou, qui débité en petits copeaux s'avère un excellent combustible. Allumez d'abord l'herbe sèche, le lichen ou bien que vous alimentez tout de suite de vos petits brindilles sèches. Ensuite ajoutez progressivement lentement des brindilles et des branches de plus en plus grosses, tout en soufflant lentement, doucement et toujours de façon continue sur les tissons et braises incandescentes. Évitez d'étouffer le feu en rajoutant trop rapidement et en regroupant de façon trop serrée les branches sèches posées sur celles déjà rougeoyantes ou enflammées. Protégez le feu naissant du vent, avec vos mains. Renseignez-vous avant sur la réglementation des feux de camp, dans la région ou le parc que vous visitez. Dans certains, le feu est strictement interdit, ou bien autorisé que dans certains lieux bien précis. En période de grande sécheresse, en région méditerranéenne, il est interdit de faire des feux. En quittant votre bivouac, assurez-vous que votre feu est bien éteint en écrasant toutes les braises de votre pied, ayant renversé une grande quantité d'eau sur le feu, puis ayant enterré toutes les braises dans un grand trou dans la terre, que vous aurez soin de reboucher d'une couche épaisse de terre bien tassée. Laissez votre lieu de campement propre, exempt de toute bouteille de verre ou de plastique, pouvant être cause de départ de feu spontané par effet loupe au soleil. Si vous n'avez pas de sac poubelle, enterrez profondément ou sous de gros rochers vos déchets en les ayant préalablement compactés et compressés. Attention, au feu dans la tente, si placez votre réchaud à l'entrée de la tente, pour le protéger du vent. Si vous placez vos gamelles sur le feu, il faut prévoir que celles-ci seront salies et noires. Chapitre 4. L'après-randonnée. Certaines choses sont à faire après la randonnée. Séchez votre tente, retournez votre duvet, pour le faire sécher, vos chaussures dans un endroit frais et sec, pas à côté d'une source de chaleur, pour que le cuir ne se dessèche pas et craquelle. Chapitre 5. Le matériel. Ici, sont donnés quelques conseils sur le matériel à emporter. Il faut bien réfléchir avant d'acheter tel ou tel matériel. Il faut mieux acheter du matériel cher, mais de bonne qualité. Ensuite, il faut ne pas oublier de bien l'entretenir. 5 points. Matériel d'orientation. Carte, boussole, ou compas, ou GPS, la boussole ou le GPS. Choisissez une bonne boussole, 150 francs minimum, transparente pour pouvoir les utiliser sur les cartes, avec éventuellement correcteur barre oblique compensateur de déclinaison magnétique. Dans les régions arctiques,
À cause de l'importante déclinaison magnétique et de ses fluctuations, les boussoles ne sont pas d'une grande fiabilité, choisir alors plutôt un GPS. En choisir un le plus précis possible, même s'il coûte cher, prévoir environ 2000 francs minimum. Une boussole de poignet peut être pratique, pour éviter d'avoir à consulter régulièrement votre boussole. Mais choisissez en alors une de bonne qualité, la plupart ne l'étant pas, beaucoup se couvrant d'humidité à l'intérieur du verre de protection, d'autres à bain d'huile étant rapidement pollués par l'apparition d'une bulle d'air. L'altimètre. Il est surtout utile en montagne. Il faut le régler de nouveau chaque matin. Les cartes. Choisissez si possible des cartes au 50 millième ou au 25 millième, avec des courbes de niveau précises, et comportant l'indication du nord. Vous pouvez ensuite plastifier votre carte avec une bombe plastifiante, pour la protéger de la pluie, environ 70 francs dans des magasins de bricolage. En la plaçant dans un porte-carte transparent, vous pourrez la consulter facilement, et la protéger de la pluie tout en ne l'ayant pas en permanence à la main. Matelas mousse. Note, on peut aussi l'appeler selon certaines terminologies, tapis de sol. Le tapis de sol est aussi la partie résistante posée sur le sol de la tente. Le confort du couchage est essentiel, pour pouvoir bien dormir, obtenir un repos ou un sommeil réparateur, et pouvoir être en forme pour le lendemain, et pour une nouvelle journée de randonnée. Déjà nos ancêtres préhistoriques aimaient le confort en utilisant chaque soir, un tapis de mousse ou de feuilles pour dormir. Il est préférable, de choisir un matelas léger en mousse d'une certaine épaisseur, pour un meilleur confort, même si roulé il reste d'un volumineux encombrement. Son épaisseur doit être d'au minimum de 5 cm. Si possible, il doit être en mousse, de polyéthylène, à cellule fermée, si possible alvéolée sur sa face inférieure, pour conserver une couche d'air isolante, et barre oblique ou si possible de couleur aluminium, anodisée, pour une meilleure isolation thermique et infrarouge, au niveau du sol pouvant être glacé, ou bien avec la face du dessous aluminium. Il vaut mieux y mettre le prix, minimum 100 francs. Il existe aussi de fins matelas gonflables, procurant un bon confort et une bonne isolation thermique, un peu plus lourd. Il faudra alors avoir le courage de gonfler chaque soir, coût de 250 à 500 francs. Dans ce cas, vous devez avoir aussi si possible, un kit de réparation, avec rustine et colle sécotine, comme pour réparer une chambre à air. Sac à dos. Choix. Il faut qu'il soit solide, confortable au niveau des sangles d'épaule, et de la ceinture. Il existe aussi des sacs permettant un accès par en dessous, permettant d'accéder rapidement aux affaires du soir, duvet, tente, sans avoir à sortir les affaires du dessus. Poche. Il existe souvent sur les sacs, des poches latérales, une poche sommitale, voire une poche dans le dos du sac. Les poches latérales peuvent être amovibles pour, en alpinisme, ne pas gêner lors du passage des cheminées de certaines voies d'accès au sommet. Elles aident à ordonner vos affaires. Elles permettent d'accéder plus rapidement à certaines affaires, qu'on veut sortir rapidement. Trousse de secours, papier toilette. Mais elles peuvent être une tentation pour les voleurs, dans les aéroports, les hôtels, les transports, au moment de confier votre sac à l'enregistrement lors d'un voyage, entouré de ficelles ou de fils de fer, les deux côtés des clips fermant les accès de votre sac, et fermant les poches de côté. Ne pas charger la poche du dos du sac, si elle existe, d'affaires lourdes. Équilibrage et tenue. Il faut que le sac colle à votre dos. Les sangles d'épaule doivent être plutôt serrées mais pas trop. Le sac ne doit pencher ni en arrière, ni sur le côté. On ne doit pas sentir à travers la toile, des creux au milieu du sac. Il vaut mieux que tout soit rangé dans le sac, plutôt qu'attaché à l'extérieur et ballé, pour éviter les risques de perte d'objets, ou d'accrochage de ces derniers avec les arbres, les buissons, ou les parois d'une montagne. Il faut qu'il soit équilibré, et ne penche pas ni en arrière, ni à gauche, ni à droite. Revenir chez le vendeur du sac. Il vous aidera à ranger vos affaires, et à équilibrer le sac à dos, s'il est un bon professionnel. Chaussures. Choix ... Les chaussures ne doivent pas être trop dures, à l'essayage. Vous devez vous sentir bien. Elles doivent de tige haute environ 20 cm, bien tenir la cheville, et protéger le pied de l'eau et de la boue, de toute entrée d'eau. Sa tige doit être bien rembourrée, et la chaussure confortable. Elles doivent si possible protéger de l'eau, voire être étanches, et en même temps être transpirantes, comme celle doublée de tissu Gore-Tex. La semelle doit être solide, épaisse, inusable, comme celle en Vibram. Mieux vaut choisir une bonne chaussure, et y mettre le prix, par exemple des chaussures de trekking, comme les chaussures de la marque Main de modèle Island à 1300 francs. Ne pas choisir de chaussures de haute montagne à coque plastique, marque Koflash, à solo, car rendant la marche raide et inconfortable, sauf pour la haute montagne et les grands froids polaires. Les lacets doivent toujours en bon état, sinon les changer pour des neufs avant le départ. Il faut que les chaussures ne soient pas trop larges, ou trop serrées autour de vos pieds et de vos chaussettes de randonnée. Cela évite le risque des ampoules, d'asphyxie des pieds. Ayez éventuellement des semelles amortissantes ou compensatrices. On peut encore compenser avec une semelle supplémentaire, mais attention que cette semelle soit très bien fixée avec de la colle, afin qu'elle ne puisse pas glisser, ou se décoller par la suite durant la randonnée.
Il faut que l'ensemble chaussures et chaussettes de randonnée ne serre pas trop votre pied. Enlevez toujours vos chaussures de randonnée au franchissement d'un ruisseau, même si l'eau n'a que 10 cm de profondeur. Un bon plan peut être d'emporter avec soi des chaussons de plongée, Markit, pour le franchissement des cours d'eau. Ils ont l'avantage d'adhérer sur les rochers glissants du torrent, de vous garder éventuellement les pieds au sec, de les protéger de l'eau glacée, et éventuellement de cailloux coupants. Sinon, l'eau dans les chaussures est toujours la côte d'ampoule, éventuellement, pour des raisons de politesse, ou pouvoir entrer dans un bon restaurant ou établissement luxueux, en fin de randonnée, vous pouvez emporter avec vous, dans votre sac des mocassins de cuirs élégants, ou bien des chaussures de toile ou de tennis bleu marine très légères, que vous chausserez lors dans de grandes occasions. Entretien des chaussures de randonnée. Les chaussures de randonnée en cuir nécessitent un certain entretien. Après la randonnée, faire sécher votre paire dans un endroit frais. Si elles sont en daim, et si elles ne le sont pas, brossez-les avec une brosse très souple, pour en retirer des traces boue. Rincez-les délicatement avec une éponge. Séchez-les de nouveau. Puis éventuellement leur appliquer un produit conservateur, style instant cheveux. Chaussettes de randonnée. Prenez toujours des chaussettes de randonnée, très solides, absorbantes, et transpirantes, en fibre Coolmax. Pour le froid et la transpiration, on peut mettre sous la première, une seconde paire plus fine. Bien que transpirante, on transpire beaucoup dans les chaussures Gore-Tex. Choisir des chaussettes légères et transpirantes, il existe des chaussettes de randonnée certifiées anti-ampoule, ou spéciales chaussures Gore-Tex. Réchaud et gamelle. Vous avez le choix entre différents types de réchaud. Camping-gaz, bleuet, le moins cher, mais pas le moins lourd, valable en France. Les recharges peuvent ne pas n'exister dans d'autres pays. Canada, à alcool le plus léger, le plus économique, mais le moins énergétique, ce qui peut être un handicap en haute montagne, environ 80 francs. Alcool solidifié léger, peu puissant, peu dangereux, recharge difficile à trouver. À essence ou multicarburant plus énergétique, plus explosif et dangereux et plus cher, environ 500 francs. Valable au Canada, fonctionne avec de l'essence avec ou sans plomb, du pétrole etc. Attention de vous assurer que le récipient où vous avez rangé l'essence ou l'alcool est bien hermétique, sans fuite, qu'il ne s'écrase pas dans le sac. Certains flacons polyéthylène vendus par les pharmaciens le sont, sinon il existe des bouteilles spéciales qu'on peut acheter dans les boutiques d'articles de randonnée ou même dans les pharmacies. Les petites bouteilles rondes de Coca-Cola, Sprite, se vendent up, ou mieux des bouteilles plastiques de préparation pharmaceutiques alcoolisées de 0,5 litres, vendues vides entre 5 et 10 francs par les pharmacies, sont assez étanches. Il existe un modèle de gamelle, avec parvent de la marque française Rock, qui permet d'économiser le carburant, utile pour les réchauds à alcool peu énergétique, et plutôt lent à chauffer vos aliments. Ne s'encombrez que du strict nécessaire en gamelle et plat. Il n'est pas nécessaire non plus d'emporter une grosse casserole ou une poêle à frire, sauf si vous êtes nombreux. Avoir un couvercle aluminium ou de bois de plastique, ou une assiette, pour couvrir la casserole de la gamelle, et pour économiser l'énergie. La tente. Prendre une tente double toit, pour éviter la condensation, et être trempé lors d'un gros orage. Avoir une tente légère biplace moins de 2 kg, mais chère plus de 1500 francs en moyenne. Exemple tente montagne, et grand vent Stetin 2 de L-Sport à 2300 francs. Sinon il existe de bonnes tentes, double toit, à partir d'un poids de 2,5 kg pour environ 500 francs. En cas de grand vent, attachez immédiatement un bout du toit, avec un piquet de tente déjà fiché dans le sol, pour éviter qu'il s'envole. Prenez plutôt des sardines en aluminium, avec un profil en V. Certaines tentes sont pratiques, car les doubles toits et le toit sont solidaires par des clips détachables, évitant de les séparer à chaque fois. Souvent, il est bon de faire sécher la tente sur le sac, durant le trajet de la randonnée, la journée. Au retour de votre randonnée, n'oubliez jamais faire sécher votre tente dépliée dans un endroit sec, grenier, cave, jardin, pour éviter les moisissures, surtout avec les doubles toits en coton. Il existe des pulvérisateurs de produits anti-moisissure pour tente, minimum 30 francs. Il existe des produits pour imperméabiliser les toiles de tente et les coupe-vents, environ 30 francs, et d'autres pour imperméabiliser les vêtements transpirants, type Gore-Tex, qu'on peut éventuellement utiliser pour imperméabiliser le sac à dos. La trousse de secours. Voici ce que vous devez avoir avec soi pour constituer une trousse de secours. Une paire de ciseaux, si possible petits et coupant bien. Une pince, style pince à épiler, dont vous avez testé l'efficacité, servant surtout à retirer les échardes. Une gamme variée de pansements, des petits jusqu'aux plus gros, y compris pour les ampoules style compi. Une bande assez longue de pansements larges, pour bander la cheville style élastoplaste. Des compresses imbibées de produits antiseptiques, sinon du coton. Un rouleau de sparadrap. Une petit flacon d'alcool iodé, ou d'un autre désinfectant comme la bétadine, l'eosine etc. Vérifiez que le flacon ne fuit pas. Un anti-inflammatoire, en pommade, ou à défaut en comprimé, Avibon, Kétome, Voltaren.
un antidouleur ou antalgique, type aspirine, ou de type diantalgique, si l'on en souhaite un plus puissant, éventuellement des mouchoirs, papier, éventuellement vos médicaments et vos traitements d'habituels, éventuellement des vitamines, de l'iode, pour certaines régions, Tibet, qui en sont dépourvues. Éventuellement pour certains pays, un antibiotique large spectre, pour un traitement d'au moins 7 jours, type augmentin, clamocyle, éventuellement un antihistaminique, ergotamine, éventuellement une crème ou pulvérisateur de produits répulsifs pour les moustiques, éventuellement une flacon de vinaigre pour les piqûres d'insectes, et éventuellement des produits qui appellent la douleur des piqûres d'insectes, comme la Pésil, Aftépic, ou éventuellement un appareil qui soulage les piqûres d'insectes, mousticliques, Therapic, éventuellement un produit contre les brûlures d'estomac, les ulcères d'estomac, phosphalugel, ou du bicarbonate alimentaire. Éventuellement, pour les pays chauds, des comprimés pour purifier l'eau style hydroclonazone, éventuellement une chevillère, voire plus loin les entorses, éventuellement un guide de secourisme d'une très petite taille, comme le guide Firstead des ambulances Saint-Jean à Montréal, ou les photocopies des pages essentielles d'un tel guide de secourisme. Les récipients peuvent être 2 à 3 boîtes de pellicules photo pour contenir le même liquide. Les médicaments et la trousse de secours doivent être dans des sacs étanches à portée de main, dans une pochette ou la pochette supérieure du sac à dos. Chapitre 6. Secourisme. Conseil préliminaire. Vous pouvez être amené à vous soigner ou assister des membres de votre groupe ou même des victimes que vous découvrez. Avoir quelques rudiments de secourisme peut être très important en randonnée. Suivez des cours de secourisme, comme ceux de la Croix-Rouge, cela pourra vous être utile. Ayez une trousse de secours complète, voire section trousse de secours. Essayez de partir à plusieurs en randonnée, une personne pouvant toujours alors chercher les secours, ou parce que certaines manipulations de blessés ne peuvent être facilement réalisées qu'à plusieurs personnes. Il y a un certain nombre de règles à respecter en secourisme. Dès l'accident, il faut 1. Protéger la victime et les témoins. 2. Faire un bilan de la conscience, de la ventilation, de la circulation sanguine et du cadre osseux. 3. Appeler les secours quand c'est possible. 4. Suivre les instructions qui vous seront données. 5. Faire éventuellement les manipulations que vous connaissez par des cours de secourisme. 6. Réconforter la victime. 7. Attendre les secours et dégager éventuellement le terrain. Protéger la victime et les témoins. Si c'est un accident automobile, signaler l'accident par des feux, des triangles de signalisation, déplacer les témoins hors de la route, faire garer leur voiture loin de l'accident, afin d'éviter de nouvelles collisions et le risque de renversement des témoins par d'autres voitures. Ne pas donner à boire. À cet instant, ne pas déplacer, ni manipuler la victime. On ne doit le déplacer, sauf si sa survie dépend d'un massage cardiaque, d'un bouche à bouche, d'une PLS, d'une compression en cas d'une hémorragie. Bilan de la victime. Vérifier la conscience, la respiration et le pouls. Bilan de la conscience. Faire parler pour vérifier la conscience. Pincer le bras. Donner des ordres simples, remuer le doigt, poser des questions, sur la barre oblique les douleurs. Bilan de la ventilation. Écoutez et sentez le souffle de la respiration. Si la peau bleue, il y a irrégularité du rythme, de l'amplitude de la ventilation, il y a un sérieux risque d'asphyxie. Bilan de la circulation. Recherchez l'hémorragie. Si le pouls est très rapide à 110 ou plus, irrégulier, faible, il peut y avoir état de choc ou alerte cardiaque. Bilan du cadre osseux. Si le blessé est conscient, recherchez s'il n'a pas de douleur au cou ou dans la colonne vertébrale et s'il n'a aucun trouble de la sensibilité en lui posant des questions. Si oui, on peut soupçonner une fracture de la colonne vertébrale et le blessé ne peut être mobilisable. On doit rechercher une douleur violente rayonnante autour d'un point localisé, la difficulté à mouvoir un membre, parfois un craquement, le membre déformé et gonflé, la présence possible d'un hématome. On reconnaît la lésion d'un nerf à la perte de sensibilité et celle d'un vaisseau quand le membre est froid et qu'un hématome grossit à vue d'œil. Avant de déplacer le blessé, il faut rechercher systématiquement toutes les lésions. Recherche d'une fracture du crâne. Rechercher si le blessé a une plaie à la tête, a perdu connaissance, s'il saigne du nez, de l'oreille, de la bouche, si son crâne présente un enfoncement, si le blessé présente une paralysie, un trouble du comportement, un coma avec manque de sensibilité de la pupille à la lumière. Appelez les secours. Si vous pouvez appeler les secours, 1. Donnez votre numéro de téléphone. 2. Indiquez le lieu exact de l'accident, commune, rue, étage, massif, site, altitude, signe de reconnaissance, la couleur des habits, du sac, d'un drapeau, d'un parapente, le chemin et les difficultés d'accès, ligne, arbre, éventuellement les circonstances de l'accident, parapente, alpinisme, le type contact, si le contact avec la victime se fait à distance, contact visuel, radio, voix, le nombre des victimes, leur état, état de conscience, ventilation, circulation, cadre osseux. 3. Conformez vos instructions. 4.
Ne pas raccrocher avant qu'on vous ait donné les instructions à suivre. La rapidité des secours ou de l'intervention peut être vitale. Voici quelques moyens possibles pour appeler les secours. Téléphone portable, le plus rapide. Le téléphone du SAMU sur un portable est le 112 radio portable VHF, UHF. La fréquence des parapentistes, fréquence FFVL, est 143,9875 MHz, valable en France. Balise de détresse, style Sarsacospa, en général réglée sur une fréquence précise, 406 MHz, ou sur la 121,7 MHz fréquence SOS aéronautique internationale. Téléphone chez un habitant ou d'une cabine téléphonique. En France, le numéro d'appel du SAMU est le 15, le 18 les pompiers, le 15 la police ou gendarmerie. Si vous utilisez une balise de détresse, assez coûteuse, prévoir 3 900 francs minimum, sinon on peut la louer. Ne la déclenchez qu'en cas d'accident grave. Des gens ont trop tendance à la déclencher dès qu'ils sont perdus, causant des frais importants de recherche des secours pour la sécurité civile. Certaines balises peuvent se mettre sur la fréquence d'alerte aéronautique internationale, 121,7 MHz. Déclencher sur cette fréquence, sans raison grave, peut vous coûter très cher. On peut se faire repérer, soit par un miroir, soit par un feu, une torche, un fumigène, une fusée éclairante. Il existe au Vieux Campeur un ensemble de 9 fusées de repérage, avec stylo lanceur pour environ 300 francs, soit par un drapeau rouge, par exemple du tissu de parapente rouge fluo ultra léger, placé au bout d'un bâton d'un piquet de tente, soit par des signes de sémaphore faits avec les bras, ou encore par des caractères SOS de 20 mètres de long et 2 mètres de large minimum, tracés dans la neige. Ou faire le signal SOS en morse avec une lampe. Levez vos 2 bras en l'air, en V, signifie une demande d'aide. Au contraire, votre bras gauche en l'air, l'autre vers le bas, que vous n'avez besoin de rien. Manipulation. Première manipulation sur une victime inconsciente. On maintient la tête légèrement en hauteur. Ne pas laisser la victime sur le dos. Pratiquer avec une extrême prudence, une position latérale de sécurité. Dégrafer le col et la ceinture. Position latérale de sécurité ou PLS. Dégager le bras. Placer la tête en arrière pour dégager les voies respiratoires. Dégager le bras perpendiculairement au corps. S'agenouiller à distance de la victime. Ramener ce bras au-dessus du sauveteur. On tire la victime à distance vers soi en le tenant par la hanche et l'épaule. On ramène la jambe au-dessus et on la replie sur l'autre. On bascule la tête en arrière pour éviter qu'elle s'étouffe avec son vomi. Il est impératif de garder la tête, le cou et le tronc dans le même axe. Pour y parvenir, il faut être plusieurs si possible, et il faut fermement soutenir et déplacer prudemment l'ensemble du corps du blessé. Bouche à bouche. Pincer son nez, faire 2 insufflations de votre bouche vers sa bouche, mesurer son pouls et le nombre de coups. Basculer la tête vers l'arrière, avec 2 doigts sous le menton. Insuffler 15 à 20 fois par minute, jusqu'à le blessé respire seul. Bouche à bouche pour les enfants. Prendre le pot au niveau du bras. Placez votre bouche sur sa bouche et son nez. Le bouche à bouche doit être rapide, 25 à 30 insufflations par minute. Massage cardiaque. Il ne doit être pratiqué que sur un vrai arrêt cardiaque. 2 insufflations d'abord. Il faut dénuder le thorax. Il se pratique sur le milieu de la moitié basse du thorax, bras tendus, 5 cm, avec des gestes vigoureux et précis. La victime est étendue sur un plan dur. Il faut 15 massages énergiques au moins, alternés par 2 insufflations, 60 massages par minute. C'est le poids du corps qui fait le massage. Les bras du sauveteur ne doivent pas plier. Les ampoules, cause des traitements. Les ampoules sont en général causées. A. Par le frottement de la plante du pied au fond de la chaussure trop large. B. Par des chaussettes trop fines ou non adaptées à la randonnée. C. Par l'humidité, entrée d'eau, trop forte transpiration ramollissant la fine peau du pied. Ne pas percer l'ampoule. Dès qu'une douleur se fait sentir, n'attendez pas. Traitez votre début d'ampoule rapidement. La désinfecter avec une compresse stérile. Y apposer un petit pansement rapidement. Si possible un pansement anti-ampoule, compi. N'apposez qu'un seul pansement, afin d'éviter de faire une petite boule sous votre pied pouvant déséquilibrer votre marche, et risquant alors de provoquer une ampoule à un autre endroit. Essayez même si cela n'est pas facile, de continuer ensuite de marcher à plat, régulièrement. Coupez-vous régulièrement les ongles de pied, ce qui évitera aussi d'autres blessures au niveau des pieds. Échymose, bleu. Placez un sac rempli de glace sur le bleu. Pincement de doigts. Faire couler de l'eau dessus, et le frotter. Crampe. Étirer le muscle dans le sens inverse de la contraction. Consommer du sel, ou de l'eau salée. Écharde. Enlever l'écharde avec la pince à épiler stérilisée. Désinfecter. Vacciner contre le tétanos chez le premier médecin rencontré, si l'écharde est importante. Attention aux échardes, lors du coupage ou du ramassage du bois, aux chardons, ronces, plantes épineuses, les moustiques. Un produit spray anti-moustique peut être utile. Une randonnée peut être gâchée par ces insectes.
Attention, les coupe-vents, les parkas, les anoraks, les vêtements Gore-Tex ne protègent pas des moustiques, donc appliquez la crème anti-moustique sur toutes les parties du corps. Si vous êtes piqué, ne pas gratter. Il existe un petit appareil qui diminue l'irritation par application d'une quinzaine de petites décharges piézoélectriques sur la boursouflure, Moustique vendu en pharmacie, environ 70 francs, ou bien des appareils chauffant à 60 degrés que la piqûre, Therapic environ 140 francs, ou encore des crèmes apaisantes, Aftepic environ 40 francs, Apaisil, crème Marie-Rose. Les sangsues, appliquez le bout d'une cigarette allumée ou le tison d'une braise sur la sangsue. Elle se détachera immédiatement. Les piqûres de guêpes. Retirez le dard, désinfectez la plaie. Si la personne est allergique, n'attendez surtout pas. La protéine du venin de la guêpe est détruite par la chaleur. Il existe des petits appareils qui permettent de dégivrer la serrure de votre portière de voiture, l'hiver, ou il existe d'autres adaptés qui chauffent la peau à 60 degrés, Thermopic, ou qui appliquent des décharges piézoélectriques, Moustique. Appliquez la partie brûlante à distance sur la partie piquée. Ou bien utilisez le bout d'une cigarette ou le tison d'une braise sans vous brûler ou brûler la personne. Ou frottez la piqûre avec du vinaigre. En cas de piqûre multiple, ou dans la gorge, si la personne est allergique, appelez immédiatement les secours, et conduire le blessé à l'hôpital. Le traitement des entorses. Si vous vous tordez une cheville, et que cette torsion est douloureuse, et que votre cheville gonfle ensuite même légèrement et reste douloureuse, il y faut craindre que vous n'ayez une entorse. Il ne faut surtout pas attendre, pour éviter le risque d'aggraver cette entorse qui peut devenir invalidante. Il faut toujours la considérer comme un accident invalidant. Pour la traiter, il faut 1. D'abord reposer la cheville, ne plus poser le pied sur le sol, si possible. 2. Traiter tout le pied, avec une crème anti-inflammatoire, Ketom, Voltaren, Avibon, ou à défaut par des comprimés anti-inflammatoires couplés, avec des médicaments rétablissant la flore intestinale Ercéfuril. 3. Entourer la cheville d'un épais bandage, ne la serrant pas trop, ou mieux d'une chevillère style Dr Gibaud, si vous avez eu la prudence d'en emporter une lors de votre randonnée. Une chevillère est une bande de tissu caoutchouté, d'une forme particulière, où vous glissez votre pied, et qu'il maintient fermement. 4. Redescendre lentement et prudemment la pente, si vous êtes en montagne. Et écourter votre randonnée. 5. Soumettre votre cheville à un repos absolu, en conservant au pied la chevillère, au moins 15 jours. Les petites blessures. Pour le nettoyage d'une petite plaie, retirez votre montre, lavez vos mains au savon, de Marseille, ou les désinfectez avec un produit désinfectant. Faites mousser le savon. Nettoyez la plaie avec de l'eau propre, puis avec le savon, puis avec un désinfectant en nettoyant circulairement, vers l'extérieur de la plaie. Puis appliquez un compresse antiseptique, ou un spray antiseptique fixé, la compresse avec un sparadrap. Escarbille dans l'œil retourné, la paupière avec une allumette, puis enlevez le corps étranger, avec le coin d'une compresse ou d'un tissu propre. Saignement de nez, s'asseoir tête penchée vers l'avant, et pincer la narine, et respirer par la bouche. S'il est consécutif à un choc violent, il peut s'agir d'une fracture, se rendre aux urgences. Blessures et plaies importantes. Il y a souvent des risques d'hémorragie. Coucher la victime. Faire le point de compression correspondant s'il y a hémorragie. S'il y a des fragments de verre, de pierre ou de tôle importants, laissez l'objet en place. En cas d'amputation du doigt, placez ce dernier dans un chiffon propre, puis dans un sac étanche, puis dans la glace, afin de l'apporter tout de suite au chirurgien. Les morsures d'animaux non venimeux. Vous êtes fait mordre par un animal non venimeux voire couleuvre, lézard, désinfectez immédiatement la plaie avec un alcool iodé ou un antiseptique. Faites un bandage. Dans certaines régions, les animaux sont dangereux, et les morsures graves, pouvant provoquer hémorragie, et de graves infections. Les morsures d'animaux venimeux. Ces morsures peuvent être très graves, voire mortelles. Renseignez-vous sur les animaux dangereux de la région traversée, serpents, lézards, araignées, scorpions, regardez devant vous, soyez prudents. En général, ces animaux n'attaquent pas, sauf s'ils se sentent menacés. Si vous les voyez, n'approchez pas, reculez sans panique, calmement. Si une personne est piquée, allongez-la. Il faut éviter qu'elle marche. Tenter d'aspirer le venin se révèle peu efficace, et les outils style aspivenin sont aussi d'une efficacité contestable. Appelez immédiatement les secours. Surveillez la ventilation et le pouls. Sinon, utilisez tous les astuces ou trucs de secourisme pour transporter la personne, chaise humaine avec 2 personnes, ou bien utiliser une autre personne comme béquille, ou éventuellement fabriquer un brancard, si vous le pouvez, avec la tente, etc. Un point de compression au-dessus de l'endroit piqué n'est pas non plus toujours très efficace. Il faut surtout transporter la personne à un hôpital le plus proche, sans qu'elle ne fasse d'efforts physiques. Si vous achetez du sérum anti-venin, sachez qu'il peut être conservé au frais dans votre sac à dos, une quinzaine de jours, mais ensuite doit être jeté. Il n'est pas toujours nécessaire de le conserver dans un thermo à 5 ou 10 degrés Celsius.
Ce sont des produits à utiliser avec précaution, car faut savoir faire l'injection de ces produits. Dans certaines tribus natives, il est souvent pratiqué la consommation de la chair crue du serpent qui vient de vous piquer et que vous avez tué, afin de bénéficier de l'antidote contenu dans le serpent. On peut utiliser avec énormément de précaution ces sérums ou pour certains venins des anticoagulants. Attention au risque d'interaction médicamenteuse grave lorsqu'on emploie ces substances. L'alerte cardiaque, la personne se plaint soudainement des violentes douleurs thoraciques oppressantes. Elle est pâle, en sueur, son pouls bat très vite, par exemple à plus de 110 pulsations par minute, prendre son pouls sur l'artère carotide au niveau du cou, dégrafer son col et sa ceinture, lui poser des questions sur son traitement médicamenteux, l'allonger et appeler les secours, surveiller son pouls. Si le cœur s'arrête, pratiquer le massage cardiaque jusqu'à l'arrivée des secours. Électrocution, couper le disjoncteur général de la maison. Sinon, isolez-vous avec une planche, du bois, des gants, des sabots etc. et éloignez de vous et de la victime le câble électrique. Si c'est un câble à haute tension, alertez EDF. Quand le blessé est isolé du courant, le secourir, en libérant les voies aériennes, en pratiquant le bouche à bouche, le massage cardiaque, jusqu'à l'arrivée des secours. L'insolation, dégrafer les vêtements de la personne et la mettre à l'ombre au repos immédiatement. La mettre en PLS et surveiller son pouls. Ne pas la couvrir. Refroidir la personne, douche tiède, lui faire boire beaucoup d'eau, si elle est consciente. Le mal des montagnes. Il survient à plus de 3000 mètres, quelques heures après avoir atteint cette altitude. Il se caractérise par une inappétence, des nausées, des maux de tête, voire des étourdissements, des vertiges, une fatigue, des insomnies. 30% des gens sont touchés par ce mal à 3000 mètres et 50% à 4500 mètres. Ce sont les mêmes symptômes qu'avec une fatigue physique forte et une alimentation insuffisante. La forme grave, œdème, peut être mortelle. En cas d'œdème pulmonaire, il y a une grande difficulté respiratoire, une toux sèche avec râle, une sensation d'oppression thoracique. En cas d'œdème cérébral, il y a un très fort mal de tête résistant aux analgésiques. Il y a vomissement, incoordination et difficulté à marcher, voire un coma. Une forte réduction du débit urinaire est signe d'une aggravation. Pour le prévenir, il faut marcher lentement au-dessus de 3000 mètres et monter à pied. Si on monte en remontée mécanique, alors il vaut mieux d'abord passer une nuit à moyenne altitude. Il ne faut pas prendre de somnifères, ni d'alcool. Il faut boire 1,5 litre d'eau par jour et s'alimenter régulièrement. On conseille de redescendre si cela ne s'améliore pas. On note souvent une amélioration avec une perte d'altitude de seulement 500 mètres. La décision de redescendre doit être prudente en fonction de la difficulté de la descente et du parcours. L'hypothermie et les grands froids. Il faut une bonne aération des vêtements pour éviter transpiration et humidité intérieure source de refroidissement rapide. Il faut des sous-vêtements multicouches. Creuser un espace dans un banc de neige pour faire un abri et avec grand couteau, bloquer l'entrée avec des blocs de neige. En Arctique, en cas de naufrage de mer, recherchez les icebergs de peu de hauteur, tabulaires, et non les hauts icebergs isolés. Une personne en hypothermie, suite à accident, cas d'une chute dans une eau glacée, aura sa température corporelle très basse, parfois en dessous de 30 degrés. Elle aura continuellement des grelottements. Il ne faut pas attendre. Même quand les heures qui suivent la personne semblent aller mieux, le pronostic peut être défavorable, et elle peut mourir soudainement d'un arrêt cardiaque. Pour traiter une personne en hypothermie, si vous le pouvez, faites-lui bain chaud, faites un séchage énergique avec une serviette rugueuse, puis la placez sous les couvertures, ou à défaut sous la couverture de survie. Gelure. En cas d'engelure, réchauffez lentement ses doigts avec son propre corps, en les plaçant sur le ventre, ou sur ses parties génitales. Se réchauffer progressivement avec un réchaud ou une bougie. Évitez les écarts importants, tels tremper dans l'eau chaude les extrémités gelées. Puis appliquez compressulfamidé et acide borique. Enfin, quand le danger est passé, applique de la vaseline. Pour prévenir les gelures, remuez les doigts quand vous ressentez des picotements. Cécité des neiges. Pour éviter la cécité des neiges, mettre des lunettes de skieur, des lunettes de carton, ou tissu, ou des billets de banque, sinon ensuite appliquer des compresses froides, et donner de l'aspirine ou un autre antalgique. Les brûlures par chauffage, feu. Si c'est une simple rougeur, l'arroser rapidement abondamment d'eau fraîche, mais pas trop froide, pendant au moins 5 minutes minimum pour le refroidir. En cas de cloque ou de carbonisation de la peau, ne pas chercher à déshabiller la victime, enveloppez-la d'une couverture, survie, pour le transport. La rapidité des secours est importante. Brûlure chimique. Enlevez les vêtements d'abord. Pour les faibles blessures, simple rougeur, appliquez ensuite de la crème biafine. Rincez les yeux abondamment à l'eau claire s'ils ont été touchés. Les asphyxies et étouffement. Étouffement. Dégagez la langue du fond de la gorge, avec votre doigt. Asphyxie par objet.
étant placé par derrière la victime, entourez-la de vos 2 bras, vos 2 poings placés dans le creux de son estomac. Tirez vos 2 bras d'un coup sec et violent par derrière. 6.29.3 Intoxication par les fumées. Pour extraire une personne d'une pièce enfumée, la saisir aux 2 chevilles et la traîner rapidement jusqu'à la zone protégée. S'il y a un obstacle comme un escalier, soulevez la personne prudemment par derrière, croisez ses bras, saisir sa poignée gauche avec votre main droite et sa poignée droite avec votre main gauche et entraînez-la dans la zone. Ensuite, pour la déposer en l'accompagnant doucement jusqu'au sol, tout en maintenant sa tête, pour ne pas risquer de la laisser tomber. Les intoxications, empoisonnement par ingestion, ne pas faire boire ou faire vomir. Éloigner le produit. Faire parler pour vérifier la conscience. Basculer la tête en arrière, vérifier la respiration, PLS, appeler les secours, le 15, le 18, le centre antipoison local, vérifier le pouls. Les hémorragies. Hémorragie externe, faire le point de compression correspondant à la partie du corps qui a une hémorragie. Ne jamais faire de garrot, sauf si le point de compression n'arrête pas l'hémorragie. Hémorragie interne, le blessé n'a aucune blessure visible, mais son pouls devient progressivement très faible, rapide. Il a froid, soif et est choqué. Il faut l'évacuer d'urgence. Dans l'attente de secours, il faut l'allonger, lui soulever les jambes, le réchauffer, couverture. Ne pas lui donner à boire. Faire un garrot. Il ne doit être pratiqué qu'en dernier recours, risque de gangrène, si le point de compression n'a pas marché ou si le blessé est seul face à plusieurs blessés. Il faut utiliser des liens assez larges, écharpes, cravates, et éviter les ficelles et élastiques qui cisaillent le membre. Ensuite, il ne faut pas desserrer le garrot tant que les secours ne sont pas arrivés. Les fractures. Immobilisation. La fracture est souvent une douleur centrée en un point et allant en se diffusant. Si la victime a ressenti une violente douleur et un craquement, elle a sûrement une fracture. Ne pas déplacer la personne si l'on a un doute de fracture de la colonne vertébrale. Sinon, la basculer très lentement en position latérale de sécurité, en conservant l'axe, tête, cou, tronc. Immobiliser le membre de la victime avec des magazines, du bois, une ceinture, une cravate, etc. Maintenir le bras avec un t-shirt, une chemise ou un bandage sommaire, ou un foulard ou un grand carré de tissu. Fabrication d'une attelle. Placer le tapis de sol, matelas mousse, un journal, des branchages, les piquets de tente ou de ski, les skis, le long du membre à immobiliser, placer entre le membre et l'attelle des tissus de rembourrage, entourer l'attelle et le membre, des liens solidarisant l'ensemble. Un carré de matelas mousse enroulé autour du membre peut servir d'attelle. La fracture-ouverture avec les muscles et la peau déchirée autour de la fracture est toujours très grave, car il y a risque de gangrène et de tétanos. Les blessures à la tête, les fractures du crâne. Placer le blessé en PLS, appeler les secours. Si le blessé présente une paralysie, un trouble du comportement, un coma, avec manque de sensibilité de la pupille à la lumière, le signaler au SAMU. Les comas. Coma profond, les pupilles ne réagissent plus à la lumière d'une lampe torche même d'un seul côté, c'est très grave, c'est un coma profond. Conscience, parler, pincer le bras. Attendre des secours. Réconforter la victime, par un sourire, une main rassurante, en cas de massage cardiaque, ne pas l'arrêter jusqu'à l'arrivée des secours. En cas d'une intervention héliportée, libérer l'espace aérien des parapentistes sur 800 mètres, affaler les voiles de parapente. Guider les secours, lampes, gestes, fusées, drapeaux. Transport du blessé. Si le blessé ne peut marcher, faire un effort, mais est transportable, et que vous ne pouvez recevoir de secours, vous pouvez adopter plusieurs stratégies pour transporter le blessé. Une technique est celle du brancard humain. Le blessé est orienté vers l'avant, dans le sens de la marche. Une autre personne, elle aussi tournée vers l'avant, tient, avec ses 2 bras, l'arrière de chaque genou du blessé. Une autre personne derrière, regardant vers l'avant, tient, avec ses bras, les 2 aisselles du blessé. Une autre technique est la chaise humaine. 2 personnes se tiennent mutuellement leurs 2 mains, de façon croisée, afin de constituer un siège sur lequel le blessé s'assoira. Ou bien, s'il est possible que le blessé se tienne debout, qu'il prenne appui sur une autre personne. Le bras du blessé entoure l'épaule de la personne servant de béquille humaine, sur laquelle il décharge son poids. On peut réaliser un brancard, avec 2 bouts de bois assez longs et solides, ou 2 fois 2 bâtons de ski, qui passent à travers les manches de veste servant de toile du brancard. On peut encore réaliser un brancard avec des planches, une porte démontée, etc. Le plus rapide pour redescendre, une personne est encore l'utilisation d'une bête de bas, cheval, mulet, âne, chameau, dromadaire, lama, dans une forte descente, afin que le blessé ne glisse pas en avant. Le blessé, cette fois tourné dans le sens opposé à la descente, pourra se cramponner, à 2 mains, à une corde, passer de chaque côté, sous la queue de l'animal. Chapitre 7. Autres randonnées. On peut aussi effectuer des randonnées à thème plus précis, thème naturaliste, botanique. Prévoir dans l'équipement l'herbier, la loupe, elles peuvent être à vocation géologique.
Prévoir alors dans l'équipement, le marteau de géologue, voire la rivelaine, la piochette ou le marteau de couvreur pour les roches sédimentaires, des sacs plastiques solides type Ziploc. Dans une randonnée, on doit faire attention au poids transporté, car les roches sont lourdes. Elles peuvent être à vocation zoologique. Il faut prévoir que les affûts peuvent être très longs. Ces derniers sont faits en général proches des terriers, pour les animaux à terriers. Sinon, il est plus facile d'observer un animal de loin aux jumelles. Par ailleurs, il faut toujours remonter contre le vent vers l'animal et se dissimuler. On peut choisir sur un point d'observation situé bien au-dessus de l'animal, comme dans le cas de l'observation des chamois. L'équipement préconisé sera constitué des jumelles, de l'appareil photo, d'un carnet de notes et d'observation, qui servira à faire tel ou tel dessin, à décrire des caractéristiques des espèces observées, la date et le lieu de l'observation. On pourra aussi prélever des os de crâne de petits animaux, si l'on en trouve. Elles pourront aussi être à vocation ou orientation, écologique, historique, architecturale, montagne, alpinisme, escalade, ornithologique. Dans ce dernier cas, l'équipement emporté comprendra par exemple des jumelles, un bar oblique des appareils photo, un guide sur les oiseaux rencontrés, un carnet de notes, éventuellement un enregistreur de son pour les chants, si vous pouvez le louer, vous le faire prêter, ou si vous avez les moyens d'investir 10 000 francs pour l'acheter. Sinon, vous pouvez agrémenter votre randonnée en vous intéressant à tout ce qui peut être rencontré, coutumes, folklore, chants, musique. Il existe d'autres types de randonnées sportives, non strictement pédestres, VTT, kayak, kayak de mer, canoë, vol libre bivouac réservé aux libéristes, deltistes, parapentistes, de haut niveau, escalade pure. S'adresser aux fédérations sportives correspondantes. Conclusion. En espérant que ces conseils amélioreront le confort et la sécurité de votre randonnée et vous éviteront de désagréables surprises, n'hésitez pas à m'envoyer toutes vos suggestions, quelles qu'ils soient. Elles seront toujours les bienvenues pour améliorer ce guide. Bonne chance et bonne route. Lecture audio proposée par collapseur.com. Le portail numéro 1 sur l'effondrement, le survivalisme, l'autonomie et le self-défense.